La planète, vous la voulez bleue ou bien cuite? Le changement climatique fait déjà partie de nos vies. Entre catastrophes naturelles, explosion des thermomètres, fonte des glaces et montée des eaux, la crise environnementale impacte gravement notre quotidien et notre biodiversité. Avec le nouveau rapport du GIEC et la prochaine édition de la COP27 en Égypte, le climat et l'écologie sont au cœur de l'actualité. Mais connaissez-vous les acteurs engagés dans la lutte contre le dérèglement climatique ? Face aux menaces d'un bouleversement planétaire, des chercheurs et scientifiques travaillent sans relâche pour trouver des solutions et agir. À l'occasion de la Fête de la Science 2022, nous avons décidé de les mettre dans la lumière. Où que vous soyez en France, vous pourrez venir à leur rencontre. Ce sera du 7 au 17 octobre 2022 en métropole et du 10 au 27 novembre 2022 en Outre-mer et à l'international. Cette nouvelle édition de la Fête de la Science sera l'occasion de rassembler toutes les générations autour d'un des plus grands enjeux de l'humanité, le changement climatique. N'hésitez pas et venez à la rencontre de nos scientifiques, que vous soyez grand ou petit. Alors, le climat, on en parle ? La Fête de la Science en direct sur Graphite de 14 à 16h. Bonjour à tous, bienvenue en direct sur l'antenne de Graphite, c'est Biotine. Alors tous les samedis entre 12h et 13h, Graphite vous propose une émission d'actualité scientifique et tous les ans, on s'installe au cœur du village de la technologie pour la fête de la science de l'UTC. Et ça me permet de retrouver Peggy à l'antenne de Graphite. Bonjour Peggy. Bonjour Jean-Noël, bonjour à tous. Voilà, pendant 2 heures, nous sommes en direct de l'UTC pour vous proposer une émission spéciale sur la fête de la science, une manifestation nationale qui permet justement de vulgariser les travaux de recherche des différents laboratoires. Ça se passe un petit peu partout en France. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'UTC fait partie des établissements pionniers dans ce domaine depuis maintenant 31 ans. Et pendant cette émission, pendant 2 heures, nous allons vous présenter quand même une petite partie du programme qui vous est proposé. Peggy, peut-être quelques informations pratiques sur la fête de la science. C'est où, c'est quand, c'est comment ça se passe, c'est gratuit, c'est pour qui ? C'est pour tout le monde, c'est pour tous. Ce n'est pas limité à n'importe qui, enfin si, c'est pour n'importe qui. C'est aujourd'hui jusqu'à 18h et à nouveau demain de 13h30 à 18h. Donc c'est au centre Pierre Guillaumat de l'Université de technologie de Compiègne, donc à Compiègne comme c'est bien précisé. Et c'est à côté du centre de recherche. Avec nous, notre premier invité pour nous présenter d'une façon générale la fête de la science, c'est le monsieur organisateur. D'ailleurs, quel est votre intitulé de poste, Karim ? Intitulé de poste, d'abord moi je suis professeur à l'Université de technologie de Compiègne, je suis Karim El-Kirat et donc je suis responsable du pôle des cultures scientifiques, techniques et industrielles. Un nom pompeux pour dire qu'on fait de la vulgarisation à destination des scolaires et du grand public, vulgarisation des activités de recherche et de la science en général. Avec donc tout au long de l'année des ateliers, des conférences, des activités pour les jeunes. Oui, c'est quelque chose d'assez récurrent oui. Et l'UTC est quand même assez pionnier dans ce domaine et assez connu pour ces activités-là. Oui, tout à fait. Et l'UTC est pionnière sur ces activités de vulgarisation au travers de tout un tas de dispositifs, en particulier en partenariat avec la ville de Compiègne. On va dans les écoles au travers des clubs technologiques où tout au long de l'année, avec des groupes scolaires, on réalise des expériences scientifiques. Et d'ailleurs, une partie de ces activités sont présentées dans le village des sciences aujourd'hui. Donc atelier que je conseille particulièrement parce que c'est de la science et en même temps c'est très convivial et parfois même humoristique. Il ne faut pas oublier que cet événement s'appelle la fête de la science. On est bien dans un esprit convivial, festif justement. C'est tout l'intérêt. Comme ça permet à un public qui peut peut-être être un peu intimidé à vraiment faire le premier pas et d'aller rencontrer, parce que les chercheurs sont justement là pour les accueillir. Donc vous faites un petit peu en sorte aussi que on puisse faciliter cette rencontre. Oui, complètement. Alors l'idée, moi j'aime pas cette expression, mais l'idée c'est de faire descendre le chercheur de sa tour d'ivoire
même si à mon avis, vu notre époque, on n'en est plus là. En fait, l'idée, c'est vraiment d'amener des notions scientifiques et des activités de recherche au niveau de la compréhension du grand public. Et donc ça nous oblige, nous, à vulgariser, ce qui est un très bon exercice, parce qu'en réalité, on comprend parfaitement ce qu'on est en train de faire. Quand on est impliqué dans notre recherche, on en voit tous les ressorts et toutes les implications. Mais au moment de devoir expliquer à quoi sert ce qu'on fait, finalement, ça nous pousse aussi à essayer de trouver une utilité. On est quand même dans une école d'ingénieurs, et donc le but, c'est de faire de la recherche appliquée à un moment. Et donc d'être capable de vulgariser, c'est aussi de montrer l'intérêt de notre recherche et quelque part de trouver des applications. On est donc au cœur de la fête de la science. C'est quoi le cahier des charges, entre guillemets, pour participer à la fête de la science quand on est chercheur? Quelles sont les règles d'or d'un stand de la fête de la science? Alors les règles d'or, il faudrait que ce soit d'abord un stand où ça ne va pas être trop pompeux. Bon. Il faut que ce soit un sujet aussi qui intéresse le grand public, parce qu'il y a des sujets de recherche très fondamentaux qui ne sont pas forcément accessibles. Et il faut avoir surtout des gens impliqués, donc impliqués sur 4 jours, ce qui est quand même pas rien. D'animation sur des ateliers, il faut imaginer tout le jeudi après-midi avec des scolaires, tout le vendredi avec des scolaires à nouveau, et puis tout le week-end, samedi et dimanche, avec le grand public. Donc à la fin du week-end, j'allais dire, c'est principalement ça la qualité de la personne qui va animer un atelier, c'est l'endurance. L'endurance tout en gardant le sourire. L'intérêt aussi de ces stands, c'est que le public est actif, c'est-à-dire qu'il participe. Dans la mesure du possible, il essaye de manipuler si, bien sûr, les activités s'y prêtent, mais c'est bien l'idée qu'ils vont vraiment participer. Alors, participer sous différentes formes, participer parfois directement, en manipulant, quand c'est possible, effectivement, et puis toujours en posant des questions. Donc c'est très ouvert. Encore une fois, il ne faut pas être intimidé, et je ne pense pas que les gens soient intimidés en venant sur le village des sciences. Enfin, en parcourant les ateliers moi-même, je n'ai pas eu l'impression que les gens hésitaient à poser des questions. Tout est fait pour être rendu accessible, et il y a vraiment cet esprit à l'UTC depuis toujours de vouloir s'ouvrir à l'extérieur, et en général aussi avec les étudiants, quand on fait des cours, on est accessible, je veux dire, la communauté des enseignants est parfaitement accessible, donc c'est culturellement quelque chose qu'on a intégré. Donc il n'y a pas de problème à recevoir des questions et à entamer des débats, bien sûr, sans que ce soit des débats un peu pénibles. On sait les sujets de débat qui peuvent exister maintenant. Et donc on ne va pas sur ce terrain-là, mais on reste vraiment autour de l'objet scientifique, de l'objet technologique. Un peu de chiffres qui va nous permettre Oui. un peu d'illustrer l'ampleur de cet événement. Combien de stands, en tout cas combien d'activités proposées? Une quarantaine de stands entre l'UTC et l'ESCOM. Parmi ces stands, il va y avoir des stands tenus par des chercheurs de l'UTC, d'autres qui sont animés par des étudiants qui organisaient des associations au sein de l'UTC et donc qui viennent présenter leurs activités. Donc ce n'est pas nécessairement de la recherche, mais ça va rester toujours technologique. Il y a également des partenaires extérieurs, donc des associations de Compiègne ou de la région qui viennent animer un stand. Je pense à un stand sur le handicap, par exemple. Et également donc, les stands des étudiants de l'ESCOM qui sont animés donc, dans les locaux de l'ESCOM et qui correspondent aussi à des activités très ludiques au niveau, qui sont vraiment d'un niveau scolaire. Donc l'idée c'est d'animer pour les enfants principalement. Toujours des chiffres, il y a aussi une équipe d'étudiants, ils sont là pour accueillir, pour guider. Oui. Ils sont combien? Alors les étudiants qui sont là, il y en a 160 cette année. Et donc 160 contrats étudiants pour arriver à animer, à vous guider à travers le village des sciences. C'est particulièrement important parce que par exemple pour la journée d'hier, on a accueilli 3000 scolaires. Vous imaginez 3000 scolaires dans les locaux. C'est compliqué s'il n'y a personne pour leur montrer où passer pour atteindre tel ou tel atelier. Et aussi pour minuter les passages aux différents ateliers. Donc il y a 160 étudiants en tout, sans compter les étudiants qui sont impliqués par ailleurs dans des présentations sur des ateliers, qui ont été formés au préalable, qui ont participé avec des enseignants-chercheurs au travers de différents projets en amont, donc il y a 6 mois souvent. Donc, pendant le semestre de printemps, donc ils ont travaillé à préparer les animations qu'on voit ici sur le village. Et donc en termes de fréquentation, 3000 hier et jeudi après-midi? Jeudi à peu près 1000. On n'a pas eu de problème avec la pénurie de carburant finalement, il n'y a pas eu d'annulation due à ça pour le côté moins festif.
Et donc c'est tout à fait dans les projections qu'on avait au départ et on espère accueillir jusqu'à 1000 visiteurs aujourd'hui et 1000 visiteurs dans la demi-journée de demain. Alors nous sommes précisément sur le studio mobile de Graphite au niveau de l'accueil. C'est bien qu'on a un bruit de fond, ce qui prouve qu'il y a du monde justement. Il y a des stands qui sont à côté de nous et ça démarre fort déjà. Hein, ils sont déjà, j'ai vu les premiers arriver, les portes n'étaient pas encore ouvertes, ils attendaient déjà pour venir. C'est un public fidèle, c'est un public aussi nouveau que vous retrouvez. Vous arrivez un petit peu à savoir qui vous touchez? Oui, on a des habitués, des gens qui viennent régulièrement tous les ans, qu'on revoit dans les stands et qui apprécient de voir évoluer les stands et traiter de nouvelles questions. Alors on a aussi des stands qui restent les mêmes d'année en année pendant quelques temps et donc cela attire moins les habitués. Donc on a des habitués et puis on a quand même au niveau de Compiègne, il faut quand même avoir conscience, Compiègne et ses alentours. On a une forte implication du grand public, donc une forte mobilisation. Comparativement à d'autres villages des sciences en France, on a une fréquentation qui ne prête pas à rougir, donc qui est même enviée, donc, en particulier au niveau régional. Donc des chiffres tout à fait satisfaisants et puis je pense qu'il y a une bonne campagne de communication, on est aidé par ça dans cette tâche par Peggy et une bonne campagne de communication locale et aussi une réputation de l'UTC. On a parlé de convivialité avant, donc tous ces éléments-là font que la confiance du public est renouvelée tous les ans. Vous faites encore les conférences dans les établissements scolaires? Alors oui, ces conférences elles ont lieu du mois de septembre au mois de décembre, donc différents collègues qui vont intervenir dans des groupes scolaires dans toute la région. Eh bien merci. Karim El-Kirat, on va maintenant faire passer au micro les différents quelques stands. Hein. On va avoir une petite partie évidemment dans cette émission. Prochain rendez-vous en ce qui concerne la culture scientifique, c'est le prix Robert Val. Oui, tout à fait. Un rendez-vous important, un rendez-vous aussi qui est ouvert et gratuit, simplement sur inscription, et qui correspond à un prix qui récompense des œuvres qui expliquent la technologie en langue française dans 5 catégories: télévision, grand public, jeunesse, journalisme. Et je n'ai pas le dernier, j'ai dit télévision déjà, je n'ai plus le dernier. Ah oui, enseignement supérieur, comment ai-je pu l'oublier? Et donc, une soirée de remise des prix, donc, qui concerne tout le monde de la francophonie, au théâtre Majestic, au cinéma Majestic, pardon, le 19 novembre au soir. Eh bien, on suivra cette actualité, bien sûr, sur Graphite. On parle du prix Robert Val tous les ans, donc il n'y a aucun problème. Merci Karim El-Kirat pour la présentation de la Fête de la Science. On va commencer par faire passer au micro. Alors, pour les auditeurs qui nous regardent, ou alors pour ceux qui nous suivent en direct sur Facebook, en ce moment sur le Facebook, la page Facebook, bien sûr, de Graphite, il y a aussi quelque part, et c'est l'intérêt de cette émission, Peggy, une improvisation totale. C'est-à-dire qu'on essaye, voilà, on change le fil conducteur. Mathéo est en train de se tirer les cheveux parce qu'il ne sait plus du tout par qui on va passer maintenant. C'est ça qui est intéressant. Bonjour, vous êtes... Alors, qui êtes-vous? Parce qu'on ne m'a pas donné votre nom, on m'a donné le nom du stand. Élise Champolivier. Donc j'ai bien votre nom, Élise Champolivier, pour le retour de l'acier. Quand j'ai vu le programme de la Fête de la Science, le retour de l'acier, je me suis dit c'est assez ambitieux de parler de l'acier à un moment où on parle quand même plutôt de matériaux autres que l'acier. Et vous, le retour de l'acier, vous avez voulu le présenter à la Fête de la Science. Pourquoi ? Alors, la mécanique ou en général les matériaux, on a toujours l'impression que c'est à des lustres du développement durable, mais en fait il y a beaucoup de recherche qui est fait pour alléger. Nous on travaille dans le domaine des véhicules automobiles, donc il y a beaucoup de travail pour alléger les véhicules et c'est un rapport, pour réduire les consommations de véhicules, on allège les pièces et on cherche des procédés les plus innovants possibles pour justement répondre à ces objectifs-là. Et souvent les gens ont tendance à oublier que l'acier ou les matériaux ont une grande importance pour s'adapter aux nouveaux enjeux de développement durable. Qu'est-ce que l'on voit sur votre stand? Qu'est-ce que vous avez souhaité présenter et comment vous le présentez? Alors nous, ce qu'on présente, c'est le travail de notre laboratoire FuseMetal, qui regroupe des chercheurs d'ArcelorMittal, du centre de recherche de Montataire, et des doctorants, des chercheurs du laboratoire Robert Val de l'UTC. Et on travaille autour des thèmes d'assemblage des pièces automobiles, donc assemblage laser ou point soudé, et la fabrication additive. Et ce qu'on voulait présenter, c'est tous les travaux qu'on fait pour la recherche dans l'automobile, les enjeux qu'il y a maintenant, à quels enjeux il faut répondre et comment on va le faire pour essayer de rendre attractif la mécanique qui est un peu moins en ces temps-ci. Et
comment vous abordez ce sujet sur le stand du coup? Parce que c'est quand même un sujet qui n'est pas évident à évoquer. Tout à l'heure avec Karim, enfin à l'instant on vient d'évoquer quand même un public aussi de jeunes, donc il faut essayer d'avoir une approche pédagogique adaptée. Comment vous l'avez trouvé justement cette pédagogie? Comment vous avez fait pour faire ce stand? C'est vrai que si je vous dis soudage laser, vous n'allez pas venir nous voir. Donc, Oui. nous, on a fait le rapprochement laser, Star Wars. Donc, on a pris l'univers Star Wars pour essayer de faire venir les gens sur nos stands et présenter de manière le plus simple possible nos travaux. Donc, nous sommes des Jedi, notre équipe est composée de 7 Jedi et nous essayons de rendre attractifs nos travaux et de présenter le plus simplement possible des sujets peut-être très complexes technologiquement. Et donc avec quoi? Des manipulations d'objets, des vidéos, des maquettes, On a des vidéos, expériences? on a surtout beaucoup de pièces à présenter. ArcelorMittal nous a fourni des pièces qu'on peut présenter au public. On peut les faire participer. On a préparé un petit discours où on pose des questions pour interagir avec le public. Et voilà. On essaie de rendre le plus accessible possible ce qu'on raconte. Présent hier et jeudi avec On les était scolaires. présents à partir hier après-midi D'accord. avec les scolaires. Ok. Ça a plutôt bien marché. Ok, ça allait être ma question. Comment ça s'était passé avec les scolaires? Quel était leur comportement? Est-ce qu'ils étaient intéressés? Ils sont ils voient la déco de loin, donc on a mis des ballons Star Wars, donc ils viennent volontiers. Et puis après, ils ont l'air d'être assez réceptifs à notre discours qu'on essaie de simplifier au maximum. On les fait participer et ça avait l'air de marcher. C'est malin quand même de passer par Star Wars là. Félicitations, c'est une très bonne trouvaille. C'est votre première fête de la science, vous personnellement? Non, on l'a fait. Enfin, on est plusieurs du laboratoire à l'avoir faite l'année dernière aussi. Donc d'où le retour de l'acier. L'année dernière, D'accord. c'était la force de l'acier. Ok. Donc on revient. On devine l'année prochaine comment ça va être finalement. Exactement. Vous êtes combien là dans votre équipe à participer à la fête de la science? Vous avez trouvé un roulement pour être toujours présent? On est 7 dans l'équipe en général, 2 ingénieurs chercheurs et 5 doctorants. Et on a fait des roulements sur les 3 après-midi où on est présent. Très bien, mais écoutez, merci de nous avoir présenté votre stand qui s'appelle donc Le Retour de l'acier. Élise Champelivier, donc c'est le département d'ingénierie mécanique qui est présent notamment sur ce stand. On passera tout à l'heure vous voir et puis on incite évidemment l'ensemble de nos auditeurs à venir à la fête de la science pour découvrir votre stand parce qu'effectivement c'est un sujet, quand j'ai vu ça dans le programme, je me suis dit, tiens, comment ils l'ont abordé, ça sera intéressant. On a compris parfaitement. Merci à vous. Merci On beaucoup. vous laisse retourner, parce que je pense que le public qui n'arrête pas de passer derrière nous vous attend sur le stand, je pense. Ils ont vu Star Wars, ils vont y aller. Merci à vous. Au revoir. Peggy, tu nous rappelles un petit peu, déjà, nous sommes en direct sur Graphite, il faut quand même le rappeler, direct sur le 94.9 pour ceux qui nous écoutent sur la bande FM, graphite.net pour ceux qui nous écoutent sur Internet bien évidemment, et puis alors on a la chance, en plus tu as bien fait de mettre un petit haut sympa et moi de mettre une veste, parce qu'on est quand même aussi filmé avec la page Facebook de Graphite qui nous permet de suivre en direct justement cette manifestation. On est au cœur de l'événement et donc du coup, si vous nous regardez sur Facebook, vous voyez qu'on est en plein cœur de l'entrée, donc il y a pas mal de monde, pas mal de bruit et c'est tant mieux, ça veut dire qu'il y a un vrai succès et que les jeunes peuvent effectivement s'adapter, s'amuser. Et on est juste à côté de votre stand, Johanna Daboul, qui fait beaucoup de bruit derrière nous, ça veut dire que ça fonctionne très bien. Félicitations. Vous avez proposé un stand, alors quand je l'ai vu sur le programme également, je me suis dit mais c'est indispensable, il faut quand même que, alors il faut que je retrouve sur ma liste, là, une production plus écologique. Et si on fabriquait des produits personnalisés? Je fais juste parce qu'on a oublié de le dire avec Karim El-Kirat, c'est que la thématique de la fête de la science cette année, c'est les défis de la recherche face au changement climatique. Donc on a quand même quelque chose qui est assez, d'actualité on va dire. Et votre sujet, il pose une vraie question. Et si on faisait nos propres produits personnalisés? C'est ce que vous souhaitez présenter et c'est comment vous le présentez? Alors tout d'abord bonjour à tout le monde. Bonjour Johanna. Alors c'est ma thématique de recherche depuis plus de dizaine d'années. C'est le fait de changer en fait notre façon de concevoir et produire et utiliser les produits. Au lieu d'acheter un produit standard de n'importe où que monsieur, madame, tout le monde ont, chacun aura le même t-shirt, le même chaussure, etc. L'idée de la customisation de masse, c'est de venir en fait dire moi ce que je veux, c'est
c'est ça c'est mon besoin et je veux un produit qui colle exactement à mon besoin. Moi j'aime boire beaucoup de café, je veux un énorme mug, mais mon café refroidit parce que je le bois très lentement, peut-être que je veux que le mug soit capable de le garder chaud. Donc on va avoir des besoins très différents et donc on va demander aux fabricants de nous faire un produit qui répond vraiment à notre besoin. Donc on présente ça avec des Legos, c'est pour cela que le stand cartonne. On a des jeunes, des dessins animés, des Legos et une guitare, donc du coup ça fonctionne bien. En fait, parce que les Legos c'est le grand exemple de produits personnalisés. On a plein de briques, c'est toutes les mêmes, mais en fait selon les briques qu'on prend, on peut avec les mêmes briques de départ fabriquer une voiture comme un avion, comme une maison, comme une fleur, comme un arbre. Et la customisation demain c'est exactement ça. On peut pas recommencer à zéro chaque production. Il va nous falloir quelques modules standards, desquels piocher pour venir les réassembler pour faire quelque chose qui satisfait ce que le client il a envie pour que ça soit vraiment faisable, économique et qu'une entreprise puisse survivre avec ce modèle. À vous écouter, on se dit que c'est le futur, alors que c'est un futur proche, ça, quelque part. Très très proche parce que ça avait déjà commencé. Donc on le voit, il y a certaines marques de chaussures qui ont commencé avec des petites customisations. Nous avons aussi nos marques françaises de voitures qui proposent aussi quelques customisations de leurs produits. Mais on est encore, on va dire, très timide. On a plus une customisation esthétique. On va choisir la couleur, on va choisir d'ajouter sa signature, son nom. Je t'aime ma chérie adorée, un petit message à mon mari. Voilà. Qui nous écoute, je n'en doute pas. Mais en fait, il faut aller plus loin et cela voudrait dire qu'on ne va pas que choisir la couleur de la voiture, on va aller demander une voiture qui nous correspond et on va nous la fabriquer rien que pour nous. Mais alors, ça implique une difficulté avec des chaînes de production parce que finalement, on a toujours la même voiture parce que on peut considérer que c'est économique dans le sens où on produit en masse la même chose. Là, si vous nous dites, maintenant, on va pouvoir avoir quelque chose de personnalisé, on n'a plus de chaîne de production alors? Si, mais c'est des chaînes de production différentes. Et c'est là, on est toute une équipe de recherche qui travaille sur plein de thématiques en lien, où là, on ne va plus avoir une usine qui est capable de fabriquer qu'une même chose. On va avoir des machines qui peuvent faire plein de choses très différentes et des lignes de production qu'on va appeler flexibles. Et que même notre usine du futur, et là, c'est vraiment du futur, elle va être comme les Lego, une usine qu'on peut réagencer comme on veut pour changer ce qu'on produit. Donc effectivement, il va nous falloir revoir nos usines, revoir comment on conçoit les produits parce qu'on ne va plus concevoir le produit mais les pièces de Lego et comment on va venir les assembler ensemble. Et on va aussi revoir nos méthodes de gérer nos usines parce que les algorithmes qu'on connaît aujourd'hui pour décider quelles 1000 voitures on va produire ce mois-ci ne sont plus valables parce qu'on ne va plus produire que quand le client va nous dire « je veux une voiture et je veux celle-ci ». Et donc du coup, il va falloir aussi qu'on gère nos usines différemment. Et ce que vous évoquez, alors on anime une émission toutes les semaines sur Graphite, on parle de l'actualité scientifique avec toujours l'idée de se dire ce qui se passe actuellement dans les laboratoires va nous concerner dans un futur plus ou moins proche. Et en général, c'est un futur proche. Quand on vous écoute, on se dit la même chose, ça va nous concerner dans un futur proche. C'est-à-dire à peu près quelle échéance, grosso modo? D'ici 10 ans, on envisage de commencer à modifier nos chaînes de production et d'aller vers ce sujet-là? Ça a déjà commencé pour plusieurs entreprises, même ici en France. Alors il y a beaucoup en Allemagne qui sont un peu précurseurs là-dedans. Il y a beaucoup en Norvège aussi. Et en France, on a encore des entreprises, je ne sais pas si on a le droit de les citer, mais il y en a des entreprises qui commencent à rendre leur système de production plus ce qu'on appelle reconfigurable, qu'on peut reconfigurer comme on veut. Mais aujourd'hui, en fait, l'urgence climatique et même la conscience du client qui ne veut plus acheter pour jeter, et puis même il y a un besoin quelque part d'appartenir à un groupe, mais aussi de se différencier complètement. On veut être très différents l'un de l'autre. En fait, entre le besoin du client qui demande de plus en plus cette individualité, mais aussi avoir des produits qu'il va garder très longtemps, parce qu'un produit personnalisé, si j'ai mes enfants avec mon mari, un deuxième message, j'aime bien passer les messages, qui me font une veste
qu'il faut une veste et qu'ils écrivent maman la meilleure au monde, je vais la garder pour tout le temps et je vais la porter tout le temps. Mais si j'achète une veste d'un magasin que tout le monde a acheté, au bout d'un moment, je vais m'en lasser. Et donc, entre le client qui pousse pour que ça devienne une réalité, l'urgence climatique qui veut qu'on ne surproduit plus, parce que dans la customisation de masse, on ne va pas produire des centaines et des milliers de produits et attendre que quelqu'un vienne les chercher, les détruire après et les liquider à des prix très petits. On va produire que ce que le client veut. Et ben en fait, entre l'urgence climatique et le besoin du client, et ben je pense que ça peut aller assez vite. C'est votre première fête de la science? C'est ma deuxième fête de la science. Ça se passe bien? Ça se passe Ça vous plaît? très bien. Ça me plaît. Et en plus, j'ai pas dit, mais j'ai 3 super étudiants, des étudiants ingénieurs à l'UTC, donc Léo Morceau, Maud Biscara et Jules Pommier, et, qui animent le stand avec moi. Et qui ont préparé avec vous depuis un certain temps ce stand. Tout à fait. Et parfois, bon, il ne faut pas trop le dire, ça va rester entre nous. C'est entre nous, personne ne nous écoute sauf votre mari. Voilà. Parfois, ils ont des meilleures idées que nous, parce que c'est eux qui ont eu l'idée de faire un petit dessin animé pour expliquer aux plus petits. Donc, nos étudiants sont incroyables, parce que du coup, ils ont fait un petit dessin animé pour Kevin et Zoé, qui se baladent et qui achètent des trucs pour expliquer qu'est-ce que c'est. Et Jules est musicien, et donc du coup, il a dit oui, mais moi, ma guitare, elle me ressemble parce que j'ai changé des trucs, c'est exactement pour moi, parce que selon comment on joue la musique, je suis pas musicienne, mais voilà. Et donc, c'est eux qui ont monté la moitié du stand et se l'ont approprié. Et ça fait encore plus plaisir de voir nos jeunes étudiants qui tombent amoureux de nos thématiques de recherche. Donc, j'espère que les jeunes qui vont venir, aussi. Ah, mais il ne faut jamais oublier que la fête de la science, l'un des objectifs, c'est aussi de susciter les vocations. Ouais. Parce que c'est un peu le moment où, notamment, il y a des collégiens qui ne savent pas encore précisément ce qu'ils veulent faire plus tard, qui découvrent un petit peu le métier de chercheur, les travaux de recherche. Et donc, c'est effectivement éveiller la curiosité, susciter des vocations. Donc, il se peut que votre stand, dans quelques années, un étudiant vienne vous voir et vous dise tiens, je suis à l'UTC parce que je vous ai vu, j'ai vu votre stand. Voilà, allez savoir. On tient les paris, on verra ça. On verra ça. Et juste pour l'anecdote, hier, Maud présentait avec des enfants. Et à un moment, ils lui ont demandé qu'est-ce qu'un ingénieur, elle leur a expliqué, etc. Et tout. Et une petite fille la regarde en partant et lui dit moi aussi, je veux demain devenir ingénieur. Et c'était le summum de la journée de Maud hier. Et je trouve que c'est tellement magnifique que nos étudiants aussi. Il n'y a pas que les enseignants-chercheurs, mais il y a aussi tous nos étudiants qui sont là et qui eux aussi partagent une partie de leur passion et de ce métier qu'ils aiment et qu'ils veulent exercer et aussi partager avec les autres. Merci Johanna pour votre passion. Je prends rendez-vous avec vous parce que comme on anime une émission là tous les samedis, on trouvera un moment pour vous accueillir plus longuement parce que je trouve que votre sujet est vraiment intéressant et votre enthousiasme également fait plaisir à entendre. Merci à vous. Merci je pense qu'on vous attend parce que là ils sont derrière nous, ils vous attendent un peu. Merci Johanna Daboul pour l'ingénierie mécanique concernant donc le stand production plus écologique et si on fabriquait des produits personnalisés. La fête de la science en direct sur Graphite de 14 à 16h. La fête de la science en direct sur Graphite. Bonjour, rebonjour, pardon, j'ai été pris au dépourvu, je suis désolé. C'est la fête de la science à l'UTC, l'Université de technologie de Compiègne. Peggy, où sommes-nous? Que faisons-nous ici? Pourquoi on est là? Pourquoi sommes-nous là? Parce que c'est la fête. Dès qu'il y a la fête, on est là en fait. Voilà, c'est la fête de la science à l'Université de technologie de Compiègne et à l'ESCOM, l'école supérieure de chimie organique et minérale. Donc c'est au centre Pierre-Guillaumat. Et c'est aujourd'hui jusqu'à 18h et demain de 13h30 à 18h également. L'entrée est libre et gratuite. Il faut venir nombreux. J'aime bien comment tu vends ton truc, c'est tellement spontané et tellement efficace. Incitatif, venez nombreux. Nombreux, sinon ça ne marche pas. Effectivement, c'est un programme vraiment intéressant qui aborde plein de sujets et depuis donc 14h en direct sur l'antenne de Graphite, nous vous proposons cette émission spéciale. Nous sommes donc au cœur de la fête de la science, au cœur même de l'entrée de cette manifestation, si bien qu'il y a beaucoup de passages derrière nous et donc un petit bruit de fond très sympathique qui prouve que c'est une manifestation avec une influence qui est de toute façon régulière et fidèle. Tous les ans, c'est la même chose. Et dans ce programme, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on a une diversité des acteurs
animateurs qui proposent des activités. Ça peut être soit des enseignants-chercheurs, ça peut être, comme l'a expliqué tout à l'heure Karim El Kirat, également des industriels ou des personnes, enfin des organismes extérieurs. Et aussi, et c'est ça qui est intéressant, les étudiants qui participent à la fête de la science, à la fois en tant que guide, on l'a vu tout à l'heure, mais aussi en tant qu'animateurs, proposent des activités et souhaitent mettre aussi en avant l'activité de leur association. Et donc avec nous, on a Marielle. Bonjour Marielle. Bonjour. Marielle, tu es donc étudiante à l'UTC et en même temps tu fais partie d'une association qui s'appelle Nutrition, avec bien sûr le U, le T et le C majuscule pour rappeler le rattachement avec l'UTC. C'est une association toute récente. Oui, c'est ça, elle a été créée le semestre dernier pour mettre en commun 3 associations. C'était CAC Carotte, donc, qui proposait des paniers de fruits et légumes pour les étudiants issus donc, d'un marché local et bio. La réunification aussi avec Avocarotte qui faisait de la sensibilisation sur une alimentation végétarienne. Et puis un projet de vrac de Compiègne en transition. Et donc vous avez voulu un petit peu réunir tout ça sous le panel d'une seule et unique association qui est récemment créée. Vous avez combien de membres ? On est une trentaine à peu près répartis en du coup une team marché qui s'occupe de la distribution des produits locaux et bio pour les étudiants. Un groupe plutôt donc de sensibilisation, d'animation dont je fais partie. De la communication aussi qui est importante pour se faire voir par les étudiants notamment. Une team info qui gère aussi toute la billetterie pour les commandes. Et une team recette aussi qui propose aux étudiants des ateliers cuisine et donc des recettes sur nos réseaux sociaux pour les inciter à manger de manière saine et durable. Atelier cuisine, du coup sur ma gauche, Peggy, elle s'est réveillée, je t'ai vu. Et vous avez souhaité participer à la fête de la science, pourquoi ? Tout à fait, notamment pour nous avoir plus de visibilité, vu qu'on est une association toute récente, c'est important de se faire connaître. Et aussi pour toucher un public donc à la fois étudiant donc par nos distributions pour et par les étudiants, mais aussi pour toucher du coup les Compiègnois et que ce soit donc des adultes ou des enfants parce que on considère que prendre conscience d'une alimentation saine et durable dès le plus jeune âge, c'est ce qui va faire la différence par la suite. Donc on a voulu être là pour toucher un maximum de monde. Oui. Non, je ne sais pas, tu as une question peut-être, Peggy ? Pour le moment, non. Alors, merci de ton aide précieuse et efficace. J'adore ce tandem, en fait, c'est un duo tellement sympathique. Concrètement, qu'est-ce que l'on voit sur votre stand et pourquoi vous avez choisi telle ou telle activité ? Parce que c'est votre premier stand aussi. Et donc, c'est un baptême du feu. Comment vous l'avez conçu ? Comment vous l'avez réfléchi ? Tout à fait. Donc, on a eu des stands le semestre dernier, mais sur les événements UTC1, donc à l'Imaginarium Festival par exemple. Et donc là, c'est la première fois qu'on a un public plutôt d'enfants par exemple. Et donc, on a mis en place 3 petits ateliers, 3 petits jeux ludiques, on va dire. On en a un où il s'agit en fait d'épingler des aliments à la bonne saison pour parler de saisonnalité avec les gens. On a un atelier aussi où il faut coller des aliments magnétiques selon leur impact sur la santé, donc que ce soit sur les bienfaits sur le cœur, les yeux, les muscles par exemple. Et on a un dernier petit jeu sur l'impact de l'alimentation au niveau environnemental, donc classer les aliments en termes d'impact d'émissions de CO2, de gaz à effet de serre, mais aussi de leur production à l'international ou en France par exemple. Et donc ça permet aux jeunes d'avoir quelque chose dans les mains et d'avoir une interaction un peu privilégiée avec eux. Quelle est la réaction justement des jeunes, des enfants que vous avez eus sur ces sujets que vous abordez ? Pour l'instant, ça marche plutôt bien. Il y a pas mal de gens, puisque je pense que l'alimentation, c'est quelque chose qui touche beaucoup de monde, puisque tout le monde mange 3 fois par jour. Et donc, il y a pas mal de monde. Et on est plutôt content du déroulé pour l'instant, parce que les enfants posent des questions, ils sont intéressés, ils se demandent pourquoi la viande, c'est pas forcément le plus écologique, par exemple. Donc, non, ça marche plutôt bien. Et c'est des sujets où ils sont déjà concernés, investis, informés déjà, sensibilisés. Vous sentez déjà que c'est des sujets pour lesquels ils sont déjà investis quelque part ? Oui, il y a certaines familles donc, où il y a les enfants et les parents et on sent qu'il y a déjà eu une communication sur pourquoi il faut manger de saison et pourquoi on n'achète pas de tomates en hiver ou pourquoi c'est bon de manger du saumon. Il y a déjà un peu une interaction parent-enfant où on sent que le discours a déjà été préparé. Et puis d'autres enfants qui découvrent un petit peu plus et c'est aussi l'occasion pour nous de les mettre sur la piste, de se renseigner, prendre conscience que son alimentation a peut-être plus d'impact qu'on ne le pense.
Comment vous avez anticipé vos activités, les propos que vous tenez entre des enfants qui ont 5-6 ans au niveau CE1, CE2 jusqu'à des terminales? C'est pas le même discours, parce que c'est pas le même public. Vous l'avez anticipé? Comment vous avez géré ça? Parce que c'est pas le même stand, à vrai dire. C'est un stand multiple. Tout à fait. Je pense que nos ateliers sont à la fois réalisables et de manière ludique par les enfants et par les parents. Après, c'est aussi à nous d'adapter notre discours. On peut tout à fait expliquer pourquoi la carotte, voilà, c'est bon pour la peau, en termes de la vitamine spécifique qui va favoriser une certaine production biologique. Ou on peut tout à fait aussi adapter ce discours en disant, voilà, on se cantonne à expliquer que la carotte, c'est les vitamines et donc c'est bon pour la peau et s'arrêter à ce discours-là. Et ensuite s'adapter aux questions des gens. Mais je pense que les stands ont été faits pour que ça s'adapte à chaque âge et surtout chaque niveau. Et après, développer le discours et aller un peu plus loin scientifiquement ou pas selon la personne qu'on a en face de nous. Un travail facile. Toujours pas, Peggy, non. tu écoutes attentivement ce que tu as fait. On t'a parlé de saumon et tout, tu m'étonnes. C'est un peu crevant entre nous. Parce que franchement, vous avez eu 2 grosses journées, là, jeudi, vendredi. Ça va, ça tient? Alors nous, non, parce que vous êtes arrivés aujourd'hui. On est arrivés aujourd'hui. Ah, bah c'est pour ça que ça va. Pour l'instant, ça va. Mais oui, je me disais, vous êtes fraîche et tout par rapport aux demain autres. Demain soir, ce sera peut-être pas la même chose. Mais... Oui, je vous confirme, ça ne sera pas la même chose demain soir. Effectivement, parce que comme on a appris qu'il y avait 4500 personnes depuis jeudi qui sont passées, je ne doute pas que votre stand est effectivement un stand qui va être prisé, parce que c'est un sujet, là c'est un sujet qui concerne tout le monde, comme vous l'avez dit. Donc effectivement, ça va bien fonctionner, bien sûr. C'est quoi vos prochaines activités au niveau de l'association ? Donc là, c'était le premier objectif du semestre, on va dire, pour le groupe animation, donc d'être présent à la fête de la science et de mettre en place des activités qui fonctionnent sur un public assez varié. Et puis ensuite, ce qu'on va essayer de mettre en place, ça va être des interventions dans les lycées de Compiègne. Demander si les professeurs sont intéressés pour qu'on vienne parler alimentation, durabilité et santé avec les lycéens. Donc déjà, dans un premier temps, mettre en place ce genre de discours devant un public de lycéens et puis après voir comment ça marche, si on peut aussi l'implémenter au collège et pourquoi pas en primaire pour toucher des jeunes dès le début, le plus tôt possible, quoi. Donc vous êtes aussi dans une démarche de partenariat, d'échange, voire de recherche de subventions aussi. Alors, c'est comme vous êtes une association nouvellement créée, il faut aussi avoir une base solide qu'il faut construire en même temps, ce qui n'est pas évident. Donc vous êtes aussi dans ces démarches-là. Tout à fait. On a un pôle de trésorerie, bien sûr, qui, le semestre dernier, a essayé d'obtenir des subventions, notamment de durabilité ou de sensibilisation, et ce qui nous permet ce semestre de proposer des contenus avec des moyens qui sont adaptés, on va dire. Eh bien, merci Marielle. Sensibilisation à une alimentation saine et durable, c'est le titre sobre, on va dire, mais totalement explicite du stand que propose l'association Nutrition au sein de la Fête de la Science. Merci Marielle. Eh bien, on va vous laisser retourner à votre stand parce qu'il va falloir travailler un petit peu, pas c'est ça, j'y retourne. Merci à vous. Merci à vous, merci Marielle. Au sein donc de la Fête de la Science, le village de la technologie accueille à peu près une 40aine de stands et ça nous permet par le biais de cette émission, Peggy, d'avoir un panel, un petit échantillon des différentes activités qui sont proposées. Exactement. Et aussi un échantillon des différents acteurs, et c'était intéressant d'avoir une association. Ça t'a donné envie de voir pas mal de choses là, je suppose. Comme chaque année, oui, il y a toujours des ateliers tous plus intéressants que les autres. Donc oui, vivement qu'on circule tout à l'heure et qu'on puisse découvrir chaque atelier qui seront nous attiser notre curiosité. Alors, comme on l'a évoqué tout à l'heure, il y a des conférences qui ont lieu dans les différents établissements scolaires. Il y a aussi une conférence qui a lieu à 15h. Alors, je ne sais pas si on aura bien le temps de pouvoir échanger avec Nicolas Damé qui fait une intervention sur les batteries électrique. Et son titre, il est quand même assez explicite, bien ou pas bien. Effectivement, c'est des sujets au niveau de l'énergie qui sont intéressants à aborder. Et là, par le biais d'une conférence, c'est ce qui est proposé à 15h, cette conférence sur les batteries électriques, bien ou pas bien. Alors, on essaiera peut-être, je ne sais pas on aura le temps de pouvoir l'inviter au sein de ce studio mobile de la Fête de la Science. Alors, comme je ne sais pas ce qui se passe par la suite, est-ce que Léo, on a droit à une petite musique ? Eh bien, on a droit à une petite musique, comme ça, on va pouvoir se reposer, Peggy. Mange un petit quelque chose. À tout de suite sur Antenne de Graphite.
La fête de la science, en direct sur Graphite, de 14 à 16h. Bah c'est parfait, tout est dit grâce à ce jingle. Toi, Peggy, tu sais. Bon, bah voilà, le message est passé. Nous sommes donc bien en direct sur Graphite. Tous les ans, Graphite vous propose une émission en direct de la fête de la science de l'UTC, l'Université de technologie de Compiègne. L'idée, c'est de vous proposer un petit aperçu du programme qui est proposé tous les ans, avec des stands les plus interactifs possibles, avec des sujets bien sûr de recherche qui sont intéressants, parce que c'est vraiment l'actualité aussi des travaux de recherche des laboratoires de l'UTC qui sont présentés. Un public influent, évidemment, ça se passe à l'UTC, où précisément et quand? J'aime bien en fait. Au centre Pierre-Guillaume, aujourd'hui jusqu'à 18h et demain de 13h30 à 18h. Et sur graphite.net et le 94.9 pour ceux qui nous écoutent, eh bien vous avez écouté tout à l'heure Marielle qui était une étudiante toute fraîche parce qu'elle venait d'arriver pour présenter son stand. Et puis là, nous avons avec nous Stéphane Octave. Bonjour Stéphane. Bonjour. Qui lui est pas très frais parce que depuis jeudi, il n'a pas arrêté de tenir son stand. Plantes et humains, défense en alerte face au réchauffement climatique. On rappelle évidemment que la thématique de la fête de la science, ce sont les défis de la recherche face au changement climatique. Et ce sujet-là est abordé bien sûr par le stand que tu diriges. On va se tutoyer depuis longtemps qu'on se connaît. Et alors, qu'est-ce qu'il y a sur ce stand? Tu m'as dit qu'il y avait des nouveautés. Alors oui, c'est un stand renouvelé à 80% cette année. Tout est renouvelable, hein, c'est la thématique. Voilà, maintenant, exactement. On a essayé de se coller au maximum à la thématique. Donc du coup, effectivement, on présente en fait nos activités de recherche en accent sur l'influence du réchauffement climatique, qui va pouvoir avoir comme conséquence notamment la nécessité à nos végétaux, à nos cultures de s'adapter aux nouvelles conditions de leur environnement dans lequel elles se développent, d'une part. Et d'autre part, on va également pouvoir s'intéresser aux outils que nous, on peut développer pour anticiper l'arrivée de nouvelles maladies, de nouveaux microbes, ce qui est déjà le cas notamment sur les végétaux. On a un certain nombre de bactéries qui remontent doucement mais sûrement vers nous et contre lesquelles aujourd'hui il n'y a pas de moyen de lutte, et donc il va falloir anticiper tout ça, et on essaie de vous expliquer avec nos méthodes à nous très accessibles de 5 à 77 ans comment on travaille là-dessus grâce aux interactions moléculaires. 5 à 77 ans. Oui, c'est bon, Peggy, tu rentres dans le panel, effectivement, ça va. Précisément, moi, ce qui m'intéresse, c'est, parce qu'on évoque ce sujet tous les ans, mais comment on construit un stand de la fête de la science? Toi, qu'on a fait tellement, si tu me dis que on est obligé de renouveler la thématique, on est donc obligé de renouveler les supports, les propos, les activités, tout ça. Comment tu fais? Tu t'inspires de choses qui existent, tu testes, je sais pas, dans ta famille, tu testes, voilà, comment ça se passe concrètement? Alors, bon, là pour cette année, j'ai eu vraiment la chance d'avoir dans le laboratoire des doctorants hyper motivés qui ont tout de suite pris la balle au bond lorsque j'ai lancé mon appel pour construire le stand de cette année. Et donc on a sur la partie végétale, et je vous invite vraiment à venir voir le travail qui a été réalisé par notre étudiant. Les enfants qui se sont présentés là cette semaine ont dit c'est pas sorcier mais en direct. Il a réalisé sur une toile de peinture une maquette absolument magnifique, je dois le reconnaître, pour vous expliquer comment les plantes arrivent à se défendre contre les champignons. Donc c'est de la 3D, il y a des choses qui bougent sur la toile, il y a des choses qui s'allument sur la toile, donc c'est vraiment hyper pédagogique et vraiment de très très haute qualité. Donc ça pour présenter la partie biocontrôle. Et puis on a aussi un deuxième étudiant qui lui parle d'un sujet qui je pense parlera à tous les Compiègnois qui nous écoutent, de la maladie de Lyme. Donc vous pourrez voir une tique comme je pense vous ne l'avez jamais vue, sous deux formes. Donc une forme qui sera très agréable et une forme qui est un petit peu plus inquiétante, mais rassurez-vous, on sera là pour vous expliquer qu'il n'y a pas trop de problèmes. Et donc voilà, du coup ces deux étudiants ont vraiment participé à construire de nouvelles activités autour des thématiques qui les occupent au quotidien, et donc c'est comme ça que cette année on a réussi à construire le stand. Et pour qu'on puisse bien réaliser un petit peu le travail qu'il y a derrière, ils sont sur ce stand depuis quand? Alors on a commencé à travailler dessus depuis le mois de mars, donc ça fait quasiment 6 mois de travail avec, sur les 3 dernières semaines notamment pour la partie maquette, un travail quasiment à temps plein je l'ai vu ces dernières semaines dans son bureau en train de peindre sa toile, de réaliser sa toile, de préparer toutes les animations, tous les mouvements des choses qu'il voulait vous présenter. Donc ça a été vraiment un gros investissement sur ces 3 dernières semaines. Et il y a l'idée un petit peu de valoriser cet investissement par la suite? Alors,
La première chose qu'on va essayer de valoriser, c'est de préserver au maximum le travail qui a été réalisé en mettant en bonne place, mais La en planète. sécurité, cette maquette qui sera réutilisée bien sûr dans les éditions futures. Et puis surtout, on va essayer de motiver les futurs étudiants à également se lancer dans la réalisation de maquettes, qui était une première pour notre stand. Donc la barre est placée très haute, mais on ne désespère pas que dans les futurs étudiants, on ait des gens capables de faire des choses du même style. Tu parlais donc dans les sujets abordés de la maladie de Lyme. On est donc sur des sujets scientifiques, mais aussi assez intimes, parce qu'on parle de maladie. Déjà, d'un côté, c'est pas facile à aborder ce sujet-là, et de l'autre, le public, du coup, va poser des questions peut-être un petit peu plus directes, on va dire, parce que voilà, on touche quelque chose de particulier. Comment ça s'anticipe? Comment ils l'ont anticipé ce sujet-là? Alors, on a effectivement prévenu entre guillemets nos étudiants que notamment sur ces 2 journées grand public on risquait d'avoir des questions auxquelles ils ne s'attendaient pas, puisque du coup c'est quand même une maladie qui est relativement répandue, où on connaît forcément souvent quelqu'un qui a eu la maladie de Lyme, avec les conséquences que l'on connaît ou que vous connaissez peut-être pas, mais que ça peut être des maladies qui sont relativement longues, et le principal problème de cette maladie, c'est qu'elle est difficile à identifier de manière formelle. Donc on peut avoir des symptômes récurrence sans être sûr que c'est la maladie de Lyme. Et donc c'est ce qu'on présente sur notre stand, où on essaye d'expliquer aux gens notre projet, qui est vraiment de mettre au point un test de diagnostic qui soit fiable et pour informer les gens, oui, les symptômes que vous avez, c'est pas une maladie X ou une maladie Y, c'est vraiment la maladie de Lyme. Donc on va réellement pouvoir mettre en place un protocole de soins adapté à ce que vous avez. C'est le laboratoire qui travaille sur ce sujet-là. Il y a des partenariats extérieurs? Alors c'est une nouvelle thématique dans le laboratoire qui a démarré depuis 1 an. Et donc on travaille avec la clinique Saint-Côme, qui est centre de référence sur la maladie de Lyme. Donc on travaille au plus près avec les praticiens pour savoir un petit peu, avoir leur ressenti. Et on est en train également, ce qui n'est pas présenté aujourd'hui mais qui le sera peut-être une autre fois, d'associer de l'intelligence artificielle, notamment en se basant sur tous les retours de symptômes des gens malades, pour essayer de voir si en se basant sur ces retours-là, on ne peut pas trouver une méthode par intelligence artificielle de cibler, de dire oui, parce que vous avez l'association de tel ou tel symptôme, c'est la maladie de Lyme. Ce qui se fait de manière un peu empirique aujourd'hui par le savoir-faire des médecins, essayer de les aider, d'associer de l'intelligence artificielle pour faire tout ça. La finalité, c'est d'aboutir à un test, c'est ça l'idée? La finalité, pardon, c'est d'arriver effectivement à trouver par voie biotechnologique quelque chose qui soit capable de détecter l'agent responsable de la maladie de Lyme, qui est une bactérie. Et aujourd'hui, les tests de diagnostic ne sont pas capables de détecter directement la bactérie lorsque vous l'avez dans votre corps. Les tests de diagnostic détectent les anticorps que vous avez peut-être fabriqués contre cette bactérie. Et cette bactérie est très douée pour échapper à votre système immunitaire, ce qui fait qu'aujourd'hui la fiabilité du test pose encore souci, d'où l'idée d'essayer de détecter directement la bactérie. Et on a une échéance à peu près? Je te demande pas une date précise, mais c'est juste pour avoir une idée. Parce que ce que tu évoques, faut pas se leurrer. Je pense que ceux qui nous écoutent ou qui nous regardent en ce moment sur Facebook sont attentifs, parce que c'est un sujet effectivement qu'on évoque depuis un certain temps avec pas trop d'espoir. C'est un peu la première fois que j'entends une perspective plutôt intéressante. Donc c'est pour ça que je pose cette question. Il y a une échéance à peu près Alors prévue? l'échéance, c'est toujours difficile d'en parler quand on parle de recherche. La première échéance que je peux vous donner, c'est qu'on a un étudiant qui travaille depuis 1 an et qui a encore 2 ans de thèse devant lui. Avec différents types d'approches. De l'approche par bioinformatique, on va essayer de trouver quelque chose, de détecter la bactérie en utilisant des algorithmes et de la simulation par bioinformatique. Et puis une approche biotechnologique qui, elle, prend un peu plus de temps, mais qu'on maîtrise plus dans le laboratoire, parce que la partie bioinformatique, c'est quelque chose de nouveau également sur cette thématique-là. Donc d'ici 3 ans, on espère avoir peut-être une molécule capable de détecter la bactérie. Maintenant, entre avoir une molécule et avoir un test qui soit disponible et mis sur le marché, il y a encore des échéances qui sont à beaucoup plus long terme, malheureusement. On revient à la fête de la science. Toi, tu l'as, je sais pas, c'est ta 15e, ta 20e, on sait même plus, tu les comptes plus. Pourquoi tu reviens? Qu'est-ce que ça t'apporte?
Alors ça m'apporte quoi? Ça m'apporte déjà beaucoup de plaisir de rencontrer les enfants, de leur présenter, de leur expliquer tout ce qui se passe dans les laboratoires, de leur faire comprendre ce que c'est que la biologie. Ils repartent généralement ravis de leur passage sur le stand. Et puis ça fait partie aussi de notre travail, je pense, de communiquer auprès du grand public. Et c'est un effort important et nécessaire pour les chercheurs d'arriver à vulgariser leur discours et à transmettre avec des mots simples leurs activités du quotidien pour que les gens, au-delà du fait de les solliciter assez régulièrement sur différents appels pour donner de l'argent pour la recherche, mais c'est mieux quand même de comprendre ce pourquoi on donne de l'argent. Donc je pense que c'est important aussi pour les gens de pouvoir communiquer en direct, de visu, avec les chercheurs et de voir que finalement tout le monde se comprend. Merci de ce discours, parce que c'est clairement ça en fait. C'est pour ça, mais comme je sais que tu connais très bien ce discours, c'était bien que ce soit toi qui le dises. Effectivement, tu es un vrai fidèle de cette manifestation. Plantes et humains, défense en alerte face au réchauffement climatique. C'est le stand du génie enzymatique et cellulaire qui est proposé à l'UTC jusqu'à demain. Je te laisse retourner à ton stand. Voilà, c'était ta petite pause, mais je crois qu'à mon avis, ils attendent, je pense, sur le stand que tu retournes. Merci Stéphane Octave. On était toujours en direct sur la fête de la science. On va continuer, bien sûr. Alors, on va permuter nos invités sur l'antenne. Peggy, la fête de la science, propose donc aussi, Karim Elkirat l'a dit tout à l'heure, des conférences dans les établissements scolaires. Ça s'organise comment? Excuse-moi de t'avoir réveillé. Ça s'organise comment? Ce sont des enseignants-chercheurs de l'UTC, ceux entre autres présents lors de la fête de la science, qui proposent de venir dans des établissements scolaires volontaires pour les accueillir, donc de présenter leur stand à des classes de primaire, collège ou lycée, et donc ils présentent leurs activités, leurs recherches. Voilà. J'aime bien Peggy, quoi. Je sais pas, il y a un côté speakerine. On parle de, tu sais, les plus de 40 ans connaissent. Tu m'as recruté pour ça, pour être la speakerine. J'adore ce côté speakerine. Mais ça te va tellement bien. Alors, le stand qu'on va évoquer maintenant, ça va être assez difficile pour nous de ne pas faire plein d'allusions parce que nous allons aller vers un brassage plus écologique. Et c'est Marie qui est avec nous. Bonjour Marie. Ah, je ne vous entends. Si, pardon. Bonjour. Marie, bonjour. Pardon, il y avait un petit problème. Association étudiante également. Donc les associations étudiantes sont vraiment présentes à la fête de la science et c'est très bien pour ce stand qui présente donc un brassage plus écologique. Alors déjà, quelle est la finalité de l'association au départ? Alors, donc cette association a été créée par des passionnés de brassage il y a maintenant 2 ans. Ce sont d'ailleurs des amis à moi qui sont récemment diplômés de l'UTC. Leur objectif était de brasser, faire connaître le brassage au sein de l'UTC et de pouvoir ensuite proposer aux étudiants leur production personnelle. Et ce qui marche plutôt très bien. Tu m'étonnes. En plus, tu m'étonnes, à l'UTC, ça doit bien fonctionner. Et du coup, pour la première fois, si j'ai bien compris, c'est la première fois que vous participez à la fête de la science, enfin que l'association participe à la fête de la science. Tout à fait. Pourquoi? Alors, on a été contacté justement par la fête de la science pour essayer un peu de diversifier les stands présents. Et donc en fait, nous, notre objectif dans cette association est aussi d'aller vers un brassage plus écologique, c'est-à-dire utiliser nos connaissances, ce qu'on apprend aussi notamment en cours, dans le cadre de notre association pour faire évoluer notre production en économisant de l'énergie, en économisant de l'eau, en recyclant nos déchets et en essayant de rendre notre production la plus durable possible. Qu'est-ce que l'on voit sur votre stand? J'ai dit pas bois, Peggy. Qu'est-ce que l'on voit sur votre stand? Qu'est-ce que vous proposez comme activité? Alors nous, on fait des dégustations de crackers. Ça n'a rien à voir. C'était effectivement. Fallait pas le dire ça. Et non, désolé. Mais des crackers qui ont été fabriqués à partir de drèches, qui sont les déchets dus à un brassage. Donc c'est toutes les céréales qui ont servi à fabriquer cette bière, qui sont récupérées à la fin, et nous les utilisons pour faire de la nourriture. Donc notamment des crackers, des cookies ou du pain. Et oui, effectivement, faire déguster des bières au sein d'un établissement scolaire pour des scolaires aussi, c'est assez compliqué. Nos nombreux auditeurs, il y a le CSA qui n'est plus CSA d'ailleurs, c'est l'ARCOM qui nous écoute apparemment. Donc maintenant, il faut faire attention, il faut toujours dire à consommer avec modération, bien évidemment. Tout à fait. Précisément, du coup, vous avez des activités précises, ludiques, pour interagir avec les jeunes. Qu'est-ce que vous avez conçu pour votre stand? Alors,
On a essayé d'apporter avec nous donc, une machine pour pouvoir moudre le grain, pour leur montrer comment on moud le grain. Mais malheureusement, un brassage, c'est quand même quelque chose d'assez technique. Il nous faut le matériel. Et tout notre matériel est au local et on ne peut pas le déplacer. Ce sont des grosses cuves qui peuvent comporter 150 litres de bière. Et donc, effectivement, c'est un peu compliqué à bouger. Donc, nous avons surtout utilisé donc, plutôt des matériaux visuels, donc des affiches pour leur montrer comment on fait un brassage, quelles sont nos initiatives pour rendre ce brassage plus durable. Et à la fin, une petite dégustation de crackers pour leur montrer que oui, on peut réutiliser nos déchets, notamment dans l'alimentaire. C'est quelque chose qui se développe, ça, au niveau national, international, la valorisation des déchets? Ah oui, personnellement, je trouve qu'en ce moment, c'est une question qui se pose de plus en plus. Ouais. Que faire de nos déchets? Comment faire pour en produire de moins en moins? Et donc du coup, c'est une piste qui est de plus en plus développée. Alors, en fait, objectivement, c'est la première fois que j'entends ces fameux crackers. C'est pour ça que je pose cette question. Mais du coup, c'est quelque chose qui se développe. Et vous, c'est ce que vous souhaitez à la fois mettre en place ou à la fois ou en même temps un petit peu communiquer, enfin en tout cas sensibiliser la population sur ces sujets-là? Alors nous, c'est un peu des deux. Dans le cadre de l'association, c'est déjà mis en place. On a des contacts avec des éleveurs locaux en fait, qui viennent récupérer nos drèches, donc ces déchets du brassage pour les donner à leurs vaches, par exemple. C'est très bon pour les animaux. C'est des céréales qui ont été chauffées dans de l'eau. C'est très très bon pour eux. Et nous, de notre côté, on les utilise aussi pour faire des présentations pour les étudiants, pour leur montrer qu'est-ce qu'on peut faire à partir de ça. Ça se mange très bien. C'est de l'avoine, c'est du malt, c'est de l'orge. Ce sont des... Comment dire? C'est totalement consommable. Quelle est la réaction des... Alors vous avez eu vous êtes là depuis jeudi. Oui, tout à fait. C'est dur, hein, de la science. C'est Il y a eu sportif. beaucoup d'enfants. C'est sportif. Et du coup, je ne sais pas quelle a été la réaction des enfants sur ces sujets-là. Je ne parle pas nécessairement du côté brasserie, mais je parle du côté recyclage. Ils sont sensibilisés, ils ont compris, ils vous ont appris des choses également. Enfin, vous avez été surprise par leur réaction? Alors, tout d'abord, parler de bière à des enfants, c'est un sujet qui est assez sensible, puisqu'effectivement, ce ne sont pas des consommateurs, ils connaissent via leurs parents, etc. Donc c'est vrai que quand on leur parle de bière, ça a déjà été une première étape à franchir, essayer de parler de la bière, mais comme un produit que l'on va brasser, que l'on va produire, et pas forcément comme un produit que l'on consomme. Donc c'est vrai que ça a été une première étape, et pour tout ce qui est recyclage, ils ont été très, très à l'écoute de tout cela, et donc nos crackers de drèche ont été vraiment appréciés. Le fait de parler des vaches qui vont manger justement ces drèches, ils ont beaucoup aimé. Ça leur parlait un peu plus cet environnement donc de la nourriture, de la ferme, le fait de pouvoir les cuisiner. Ils ont beaucoup aimé. Après, c'est vrai que la bière a été un sujet un peu plus sensible à aborder, même au niveau du développement durable. C'est vrai que, par exemple, nous, dans nos actions, on va avoir beaucoup de techniques. On va essayer d'optimiser notre production en utilisant nos connaissances de l'école. Et ce sont des sujets peut-être un peu trop précis pour pouvoir partager avec des jeunes, des très jeunes. Ah, mais c'est le défi justement qu'il faut pouvoir relever à la fête de la science. C'est vrai que c'est pas évident. Mais vous avez un sujet qui est déjà, on va dire, abordable entre guillemets, dans le sens où on arrive à mieux comprendre ou concevoir ce dont vous parlez par rapport à d'autres sujets qui vont être un petit peu plus pointus ou abstraits. Mais effectivement, c'est aussi le principe de la fête de la science, c'est de pouvoir faire cet effort de vulgarisation sur un sujet, le vôtre, qui n'est pas nécessairement évident, parce que vous l'avez dit, si on caricature, on parle d'alcool à des mineurs. Donc il faut essayer de trouver... Il n'y a que Peggy et moi qui pouvons avoir un côté potage sur cet aspect-là, mais effectivement, c'est un sujet qu'il faut... Vous avez dû, je pense... bien contrôler votre atelier au sens large en disant attention, faut qu'on cale le truc. Ça a été en effet un exercice aussi pour nous, savoir s'adresser aussi bien à des CP qu'à des terminales, qu'à des adultes, puisqu'il y avait les accompagnants qui étaient là. Mais ça s'est plutôt bien passé dans l'ensemble. On a eu beaucoup de questions, notamment des petits qui justement ne comprenaient pas vraiment d'où vient l'alcool, quels sont les effets sur le corps, comment il est créé, puisque c'est vrai que l'alcool... c'est du sucre de base. Donc comment ce sucre devient de l'alcool, et on a pu beaucoup échanger avec eux, c'était très intéressant. Et nous, ça nous a vraiment entraînés aussi à pouvoir s'adresser à tout le public. Vous avez un local qui est où alors du coup? Qui est à Margny-les-Compiègnes. D'accord, c'est pas dans un local de l'UTC? Non, on loue notre propre local. Vous louez votre propre local, d'accord, ok. Et il est grand? Non, c'est un petit local, je dirais, d'une 30aine de mètres carrés. On a toutes nos cuves dedans, nos fûts qu'on entrepose, et on se débrouille comme on peut. C'est petit, mais bon, à notre échelle, c'est déjà un bon début. C'est une association qui est toute jeune, et peut-être qu'un jour... Les étudiants de l'UTC?
De quoi? Est-ce que c'est uniquement réservé aux étudiants de l'UTC? Mais t'as fini. Mais t'es insupportable, c'est pas Pensez à toi. possible. Oh non, c'est mal me connaître. Hein. Vers un brassage plus écologique, c'est le titre du stand du Bureau des brasseurs, le BDB, si je comprends bien, C'est ça. de l'UTC. Merci Marie pour la présence au micro et de nous avoir présenté ce stand. On te laisse retourner à ton stand. Je pense que les jeunes et les moins jeunes vous attendent pour en savoir un petit peu plus. Pour ce stand sur le brassage plus écologique, c'est quand même intéressant, Peggy, d'avoir des étudiants qui s'impliquent comme ça. Ils sont une association, ils veulent vulgariser tel ou tel sujet. Sur un sujet vraiment original. J'aime bien, Peggy, quand tu... On enchaîne. J'aime bien quand tu meubles, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Parce que tu me vois en train de... Je suis moins habituée que toi, tu fais de la radio toutes les semaines. Mais je fais de la radio seule, toi, je suis habitué. Mais là, je me dis, Peggy, elle va bien m'aider, penses-tu? Donc, j'étais en train de noter, en fait, le prénom de la prochaine intervenante qui s'appelle Audrey. Bonjour, Audrey. Bonjour. C'était ça que j'étais en train de faire. Voilà, Peggy, je vois que tu m'aides énormément. Nous sommes en direct sur Graphite pour la manifestation de la fête de la science qui a lieu à l'UTC, l'Université de Technologie de Compiègne. Tous les ans, c'est une manifestation nationale, énormément de stands, énormément de public. Et donc, Graphite vous propose une émission en direct pendant 2 heures et on essaye de vous donner un petit aperçu de ce programme. Et quand j'ai feuilleté le programme de la fête de la science, je suis tombé sur un titre qui était un peu énigmatique pour moi. Nous sommes bien sur le stand de Loanum. Oh, Loanum. Loanum. Oui, J'aime ça c'est beaucoup. pour toi, Peggy, parce que moi l'accent anglais, moi ça fait 2. Ingénierie numérique et soutenabilité. Alors, autant il y en a qui arrivent en titre de stand d'avoir des accroches où on se dit très bien, autant là, je me suis demandé, mais qu'est-ce que c'est que ce sujet-là? Alors, vous allez nous l'expliquer, Audrey. Déjà, qui êtes-vous et quel est donc le sujet du stand que vous présentez à la fête de la science? Alors déjà merci de nous laisser parler quelques minutes et présenter ce stand qui en effet a besoin peut-être d'avoir quelques termes explicités. Bon alors pour commencer, Audrey, je suis membre de l'association Picassoft qui est une association d'enseignants et d'étudiants à l'UTC et qui fait de l'éducation populaire aux enjeux du numérique notamment et au logiciel libre, à la culture libre. Et alors les enjeux du numérique sur les impacts du numérique sur la société, etc., ça implique aussi les impacts environnementaux du numérique. Et donc à Picassoft, on s'intéresse à ces sujets-là et c'est aussi une association qui réfléchit donc à comment, en tant qu'ingénieur, c'est une association donc d'étudiants en ingénierie, comment en tant qu'ingénieur essayer de concevoir des outils numériques en particulier qui vont être alors ici soutenables, qui vont être utiles bien sûr, mais donc le l'ONUM c'est pour l'eau, technicisation et numérique. Et donc dans ce stand, vous voyez les trois termes ensuite, c'est ingénierie, numérique et soutenabilité. Dans ce stand, on essaie de se demander, on essaie de discuter sur comment concevoir des outils numériques qui auront un impact environnemental réduit. Comment faire pour concevoir des outils numériques qui vont bien sûr nous être utiles et qui n'auront pas une empreinte environnementale incontrôlable. Voilà. En termes de consommation d'énergie pour les utiliser, quand vous dites une empreinte réduite, c'est quoi par rapport à leur utilisation de l'énergie Alors justement, on essaie de se poser la question, pas seulement, on essaie de voir comment se traduit concrètement cet impact environnemental, parce que c'est un grand mot qui peut dire beaucoup de choses. Et ici, on va voir que, par exemple, pour la construction de terminaux utilisateurs comme les téléphones portables, comme les smartphones, c'est au moment de la construction de ces téléphones que l'empreinte environnementale se traduit en l'extraction de beaucoup de minerais, de matériaux, de ressources non renouvelables. Et donc, on travaille à partir de ce point-là. On essaie de voir, quand on a situé que le souci venait qu'un grand impact environnemental du numérique se situait au moment de la construction des téléphones, par exemple, on va essayer de se poser la question comment essayer d'imaginer des téléphones qui ont une empreinte environnementale moindre. Et donc, comment faire pour construire des téléphones qui
vont utiliser moins de ressources, moins de minerais, etc. Comment faire pour imaginer un téléphone qui dure toute sa vie? C'est l'atelier après qu'on va proposer dans le stand. Voilà, on essaie de proposer quelques idées pour imaginer un téléphone comme ça, low technicisé, donc qui serait plus soutenable. Donc. L'idée du stand, c'est quelque part de discuter un petit peu avec les visiteurs et d'essayer de voir quelles seraient leurs réponses. Oui. Et ils ont des réponses? Je n'en doute pas, mais est-ce qu'ils ont des réponses imprévues pour vous? Oui, parce que c'est vrai qu'on leur demande d'imaginer quel serait votre téléphone idéal qui serait plus compatible, qui aurait moins d'impact sur l'environnement. Alors, on a eu notamment hier et jeudi avec les groupes scolaires qui sont venus au stand, on a eu des bonnes idées comme on peut imaginer un téléphone qui se recharge en marchant. On peut imaginer. L'idée de l'atelier, c'est de faire quelque chose de ludique avec aussi des idées assez extravagantes, ou bien des idées qui peuvent être tout à fait raisonnables. Mais oui, on a eu des idées comme ça, l'idée de dire on veut un téléphone sans publicité du tout dessus. On veut un téléphone qui se recharge à l'énergie solaire. Alors après, il y a les discussions, ok, mais ça veut dire qu'on va avoir un panneau photovoltaïque sur le téléphone qu'on met dans la poche, est-ce que ça fonctionne? C'est l'idée de ce stand-là, c'est de faire discuter surtout, d'essayer d'avoir un petit regard critique aussi sur les idées qu'on peut avoir. Est-ce que c'est vraiment une idée qui permettrait de réduire l'impact, en effet, la consommation de ressources, ou bien est-ce que c'est une idée qui finalement va nous faire consommer plus de ressources à l'avenir? Enfin voilà, on essaie de discuter de ça à différents niveaux, bien sûr. Et donc, quand vous prenez un sujet précis, là vous avez parlé des téléphones portables, l'idée c'est de prendre le cycle de vie, mais dans son intégralité, parce qu'on a toujours un peu l'impression qu'on a un œil, on va dire, réduit sur uniquement la partie utilisation, mais il y a l'avant et il y a l'après avec le recyclage. Donc vous nous obligez, entre guillemets, à avoir un œil beaucoup plus large et justement de voir toutes les pistes qu'il peut y avoir dans ce domaine-là. Sur un sujet, finalement, on ne sait pas ce qui se passe avant, on ne sait pas ce qui se passe après. C'est ça que vous souhaitez aussi mettre en avant dans ce stand? C'est vrai, oui. On se concentre, disons, sur la partie plutôt amont, comment faire pour concevoir le téléphone. Donc, quel choix faire à ce moment-là de construction du téléphone? Comment utiliser moins de matériaux ou avoir des matériaux, en effet, pour l'après qui se recyclent plus facilement, même si on sait que c'est difficile, en fait. On sait que cette partie-là, de recycler des matériaux, des métaux qui sont mis dans le téléphone, on sait que c'est plus compliqué. Donc, comment en amont, dans la phase de construction plutôt, essayer de faire certains choix pour ne pas se retrouver après avec des choses impossibles à recycler à la fin. Voilà, on essaie de partir sur cette phase-là. Mais vous avez raison, on essaie de voir l'ensemble. T'as vu, j'ai suivi Peggy. Oui, moi chaque fois. T'es fière de moi, j'espère. Qu'est-ce qu'on voit concrètement sur votre stand? On comprend l'idée, on comprend que c'est un débat, mais concrètement, vous avez quoi? Vous avez des posters, des vidéos, des objets, des animations, Oui. Je sais pas, dites-nous. Oui, alors on a quelques posters, c'est vrai. Et on a un jeu de cartes avec des chatons quand même. Parce que il faut un petit peu attirer l'attention. Alors, non mais ils sont malins. On a eu Star Wars, on a eu la bière évidemment. Et donc là, on a un jeu de cartes avec des chatons. T'as vu ça, Peggy? Ils sont malins. Je vais montrer. Voilà, alors, vous en ai pris. Est-ce qu'on va pouvoir les voir pour ceux qui nous suivent sur Facebook? Oui, c'est possible. On voit donc des cartes avec des chatons. Et donc, qu'est-ce qu'il y a dessus? Alors là, par exemple, le micro. Là, j'ai une carte d'un chaton qui répare quelque chose. C'est une carte super facile à réparer. L'idée, donc c'est un exemple d'idée pour construire le fameux l'iPhone, un téléphone qui durait toute la vie. Alors derrière ce petit chaton qui répare quelque chose, en fait on comprend, il y a une description de l'idée derrière. On comprend que, on pourrait avoir un téléphone, qui serait conçu pour être facilement réparable, qui aurait des composants en un nombre limité, qui serait modulaire, facile d'accès, qu'on pourrait tout remplacer, très robuste, etc. Et l'idée avec ces cartes plastifiées là, c'est qu'on va demander, on demandait par exemple hier aux lycéens, aux collégiens, de noter cette carte-là. Est-ce qu'ils trouvent que c'est effectivement une idée qui aura un bon impact pour réduire l'empreinte environnementale des téléphones? Est-ce que c'est une idée qui me plaît? Et puis, est-ce que sinon, c'est aussi une idée qui va être trop contraignante, trop embêtante à mettre en place? À partir de là, on leur demande d'ajouter un argument pour ou contre. Donc là, on avait une deuxième carte, un réseau social modeste. Ici, c'est pour travailler sur aussi la notion de convivialité des téléphones. Alors ici, c'est pour essayer de construire des téléphones qui nous rendent moins dépendants, par exemple. On travaille aussi sur ces questions-là. Donc avoir une application de réseau social qui soit moins addictif. Voilà, c'est une présentation de cette idée-là. Ouh là là, c'est ambitieux. Oui. Vous avez raison. Vous avez raison d'être ambitieux sur ce sujet-là.
Donc, je suppose que, comme vous avez eu un public à la fois du primaire jusqu'au lycée, en tout cas jeudi et vendredi, leur réaction est différente sur ces sujets-là. Ou est-ce, enfin, c'est une question, est-ce qu'ils ont eu une réaction différente? Oui, mais on a eu des discussions assez animées, c'est vrai. Le fait de changer ses habitudes et on va dire sujet à discussion très animée pour le coup. C'est pas facile d'aborder ces sujets-là. On se dit par exemple on va avoir un temps d'utilisation limité à 2 heures. Bon, c'est un peu contraignant. Mais par contre, les bonnes idées de pouvoir réparer son téléphone ou même le fait d'avoir tous le même téléphone, qu'on puisse ensuite s'échanger des parties du téléphone, etc. Ça va. Mais changer les habitudes d'utilisation, peut-être, voilà, c'est quelque chose à aborder plus en douceur, disons, mais ça se discute toujours. Ils étaient très très contents de discuter. Eh bien, c'est ce qu'on voit et qu'on peut voir cet après-midi et demain à la fête de la science de l'UTC, le stand L'ONUM, ingénierie numérique et soutenabilité. N'est-ce pas, Peggy? Tu iras voir, hein, ça te fera du bien, je pense. Brian, tu as quelque chose à dire quand on parle de réseau social? Non, pas du tout. Non, j'ai quelque chose à dire. En fait, c'est qu'Audrey aussi, elle fait aussi une autre émission sur Graphite avec Stéphane Croza et notamment une UV qui s'appelle WE01, c'est ça? Super. Et qui reviendra le 30 novembre, donc dans un mois. Est-ce que tu peux nous présenter très rapidement l'UV et puis peut-être aussi l'émission qui est faite avec Picassoft? Ouais, bah, merci Brian. En effet. Donc du coup, on est collègues. On est collègues. Oui, monsieur, prenons un café. Alors, en WE1, c'est une UV qui s'appelle Écrire sur le web et c'est un cours donc qui est donné à l'UTC pour apprendre aux étudiants alors certains aspects techniques du web, mais aussi certains enjeux, des enjeux culturels, des enjeux politiques du web. On parle aussi des impacts environnementaux du web, mais voilà, c'est une UV qui s'inscrit dans la catégorie des techniques et sciences de l'homme à l'UTC. Donc voilà, on va se poser des questions autour des enjeux sociopolitiques du web notamment. Et puis donc dans l'émission en particulier, et bien là ce sont les étudiants et les étudiantes qui présentent leurs travaux. En fait, pendant tout le semestre, ils travaillent sur un projet autour d'une problématique. Ça peut être la modération sur les réseaux sociaux d'ailleurs, ça peut être voilà. Je trouve on a plein de sujets très intéressants sur Je peux pas t'aider. Bah non, c'est vrai. Ne regarde pas comme ça, je ne peux rien Faut pas faire. faire les 4 jours de Moi, j'entends pas. En fait, j'ai pas de casque. J'ai pas du tout entendu la réponse, mais. En tout cas, quoi qu'il arrive, on retrouve l'équipe des étudiants le 30 novembre, le 7 décembre et le 14 décembre de 14h15 à 16h15, de 16h30 à 18h30, parce que c'est des groupes différents. Oui. Et voilà. Voilà, ils présentent leurs travaux, ils sont très intéressants et eux se souviennent de leur projet. Tout en bon signe. On va dire que c'est le track du direct. C'est ça, voilà, ça arrive toujours. Merci. Ça fait 2 ans qu'elle est à la radio, 2 ou 3 ans. On dirait pas. Hein. J'avais dit ça. Merci Audrey. Bon, on te laisse pour rejoindre ton stand et puis on te retrouvera donc en fin novembre sur l'antenne de Graphite. Oui, préparé, c'est toi. Bonne journée. Merci Audrey. Du coup, voilà, encore une association étudiante, Peggy. Encore une, 3e, c'est bien. Ils sont investis tous ces étudiants. Ils veulent faire connaître leur projet. Tu sais, on dirait un vieux couple tous les deux, tu vois. T'as pas l'impression, quoi qu'il y a tellement d'années qu'on fait cette émission maintenant. Alors, il faut que je prenne... Ah, c'est l'ESCOM qui est là. Tout à fait. Parce qu'on parle évidemment de l'UTC qui fait la fête de la science. On oublie très souvent de faire parler de l'ESCOM, l'École supérieure de chimie organique et minérale, qui propose un programme qui n'est pas négligeable en quantité de stands, évidemment. L'ESCOM est ouvert aujourd'hui et demain pour la fête de la science. Tout à fait. Alors, je vais peut-être déjà vous proposer de vous présenter... Donc oui, je suis Firas Abdelhamid, enseignant à l'école supérieure de chimie minérale et organique, ou plutôt organique et minérale. Et donc je présente dans l'ESCOM aujourd'hui pour exposer un phénomène physique qui fait le sujet d'actualité aujourd'hui, c'est la génération de l'électricité en utilisant une différence de température. oui, effectivement. Donc voilà, ce sont pour des applications qui ne sont pas très négligeables. Donc l'idée de base, c'est en fait d'utiliser ce qu'on appelle un effet Seebeck. Donc c'est un effet
qui nous permettent de générer de l'électricité en utilisant deux sources, une source froide qui est portée à une température très élevée et une source chaude qui est portée à une température très élevée, et une source froide qui est portée à une température zéro, comme la glace par exemple. Et en fait, Seebeck a remarqué en 1821 que porter deux matériaux à deux températures différentes permet de déplacer les électrons au sein des matériaux et par suite de générer l'électricité. L'électricité, c'est un déplacement d'électrons, tout à fait. Il a découvert ça quand, pardon? En 1821. D'accord. Voilà, okay. ça date, mais il y a pas mal des applications en ce moment. Par exemple, dans l'industrie automobile, en ce moment, les industriels ont tendance en fait à utiliser ce phénomène pour récupérer la chaleur dégagée par les pots d'échappement, par exemple, et pour, par exemple, aérer l'intérieur de la voiture, par exemple. Il faut signaler aussi le fait que l'effet inverse existe. Ça veut dire que si on fait passer un courant électrique au sein d'un matériau, on peut en fait chauffer une surface et refroidir une surface. Et ça peut servir à un réfrigérateur, par exemple. Et ça s'appelle l'effet Peltier, qui a été découverte plus tard par un scientifique français qui s'appelle Peltier. Voilà. C'est votre sujet de recherche? Pas du tout, c'est le stand. C'est le stand. Oui, mais j'ai fait, quand j'ai travaillé, en fait, quand j'ai fait ma thèse depuis 3 années, j'ai eu quelques en fait, matériaux qui font l'objet de ce phénomène-là. D'accord. Donc voilà, et ça m'a plu, ce phénomène, ça m'a plu, et j'aimerais bien. Et il y a pas mal des scientifiques qui n'ont pas, en fait, ils ne connaissent pas ce phénomène-là, surtout qu'ici à l'ESCOM, parce qu'on travaille avec des matériaux organiques, alors que pour l'effet Seebeck, généralement on utilise des matériaux inorganiques, et donc c'est très peu connu au sein de la communauté scientifique. J'étais en train de me demander pourquoi il y avait un lien avec l'ESCOM. Je comprends maintenant, c'est l'idée des matériaux que vous utilisez alors au sein de l'ESCOM, et ces matériaux-là ont cette réaction-là selon les différences de température. Tout à fait, tout à fait. Non, en fait, à l'ESCOM, en général, on travaille avec des matériaux organiques, d'accord. Alors que l'effet Seebeck, ce sont des matériaux en général inorganiques. Mais aussi, il y a pas mal, ils ont démontré récemment qu'il y a les polymères aussi, qui montrent aussi des propriétés thermoélectriques intéressantes. Et on découvre encore aujourd'hui ces propriétés, on essaye de pouvoir les exploiter à grande échelle. Tout à fait, et on essaye aussi d'augmenter le coefficient de performance, parce que c'est le performance qui pose un problème. On n'arrive pas en fait à générer de l'électricité, même si on a la différence de température demandée, et c'est à cause de la nature des matériaux. Et ici en France, il y a pas mal des équipes en ce moment qui travaillent sur des matériaux pour développer et pour augmenter la performance de ces matériaux-là. Concrètement, sur le stand, qu'est-ce qu'on voit Voilà, alors, on comprend l'idée. tout à fait. Qu'est-ce qu'on voit concrètement? Donc sur le stand, on dispose d'un module à effet Peltier, donc qui est fabriqué à partir des matériaux thermoélectriques qui sont des semi-conducteurs. Et en fait, on applique une différence de température en chauffant avec une bougie, une surface. Donc c'est un pavé, hein. Donc on chauffe une surface avec une bougie et l'autre surface, on met du glaçon. Et en fait, ce module-là est relié avec des fils de connexion. Ces fils de connexion sont reliés à un moteur qui permet de faire tourner l'hélice. C'est ce qu'on voit concrètement en fait, dans le stand disponible maintenant à l'ESCOM. C'est-à-dire donc du coup, le public voit un matériau qu'il ne connaît pas en soi. Vous connaissez ce matériau et il ne le connaît pas. Tout à fait. On le chauffe d'un côté, on met un glaçon de l'autre et il y a une hélice qui tourne. Donc tout à fait. L'électricité. Tout à fait. Quelle est leur réaction? C'est de la magie. Étonnant, tout à fait.
Ils sont étonnants. Pour le public, tout à fait. C'est de la science. Non, mais voilà. Oui. Alors, c'est la science. Vous connaissez le phénomène, eux ne le connaissent pas. Donc du coup, la première action, ils sont un peu surpris. C'était d'ailleurs ma première réaction à moi. Tout à fait. Exactement. Et donc c'est vrai que c'est fou, c'est magique un peu. Pas un peu, trop. Mais en fait, c'est une réalité scientifique. C'est un phénomène qui a été découvert maintenant il y a à peu près 1000 années à peu près. Voilà. Même plus. C'est votre première fête de la science ? Oui, c'est la première fois. Alors j'ai participé avant, mais en tant que visiteur. Mais c'est la première fois que je participe en tant que qu'animateur. Voilà. Pourquoi Pourquoi vous avez franchi le pas ? En fait, d'abord, parce que j'ai pas eu le choix, parce que mes collègues m'ont un peu obligé, d'accord. On le dira pas, mais tout à fait. Mais en fait, j'aimerais participer d'une part à la vie de l'ESCOM, dont je fais partie. Et d'autre part, je dis qu'en fait, ce phénomène n'est pas très connu. Pas du tout. Oui, tout à fait. Effectivement, tout à fait. C'est très bien de pouvoir présenter ce sujet-là. Exactement, et maintenant les gens ont une idée qu'il y a des effets qui permettent de générer l'électricité par des températures, par exemple. Voilà. Peggy, alors là, donc on a le stand sur peut-on extraire de l'électricité du duo chaud-froid. Donc c'est effectivement ce que vous venez de nous expliquer. L'ESCOM présente également d'autres stands. Oui. Lesquels? Alors vous avez Atome Crochu. Grand classique. Grand classique, certes, suivi de Miroir, mon beau miroir. Ça, c'est pour les filles. Oh non, c'est un stand non genré maintenant. Mais bien sûr. Peggy, s'il te plaît. Thermomètre chimique, de l'or avec des centimes. Ensuite, on a le chou rouge et son pH. Club du carbone, feu tricolore et lampe à lave. Oui, alors... l'ESCOM tous les ans propose des ateliers qui fonctionnent bien parce que la chimie au sens large, elle a cette faculté d'être visuelle, d'être facilement abordable, on va dire, pour ce genre d'activité, parce que c'est des choses que l'on voit, que l'on entend, que l'on peut parfois sentir aussi, ou de la fumée ou autre. Donc effectivement, tous les ans, il y a un succès au niveau de l'ESCOM. Je vous le dis parce que ça a démarré aujourd'hui pour vous. Non, vous en faites partie, mais parce que ça démarre aujourd'hui. Oui. Donc tous les ans, l'ESCOM participe et c'est toujours un grand succès parce que c'est un sujet vraiment... intéressant à aborder parce que facile à vulgariser bien évidemment, et donc il était important de parler de l'ESCOM au sein de la fête de la science. Merci Firas Abdelhamid pour votre présence. Merci et nous avoir fait découvrir ce phénomène. Personnellement je ne le connaissais pas, donc du coup je suis très curieux de voir concrètement comment ça se passe. Il n'y a pas de quoi. On va aller voir votre cours de magie. Ça marche. Merci beaucoup. À vous. Bienvenue. Salut, bonjour. Merci à vous. Vous êtes sur l'antenne de Graphite en direct de la fête de la science de l'UTC. On se retrouve après ça. En direct sur Graphite de 14 à 16h. Et on essaiera de tenir les délais, mais de toute façon, nous sommes des vrais professionnels, Peggy, depuis le temps qu'on anime la fête de la science sur l'antenne de Graphite. On va respecter l'horaire, il n'y a aucun problème. C'est effectivement l'émission Biotine spéciale fête de la science. La fête de la science est une manifestation nationale, même francophone, il me semble, qui a lieu dans toute la France en tout cas, et qui propose pendant un petit peu plus d'une semaine d'ouvrir les portes des laboratoires, les musées scientifiques également, les établissements scolaires, les musées, enfin bref, tous les lieux où se passe un peu la science. Eh bien, c'est le moment d'aller à la rencontre directe de la communauté scientifique, et dans un esprit festif, parce que c'est la fête de la science et conviviale, eh bien, cette rencontre directe permet de comprendre un petit peu ce qui se passe dans les laboratoires, où ça permet également d'aborder des sujets qui sont souvent des sujets d'actualité. Les défis de la recherche face au changement climatique, c'est la thématique de la fête de la science cette année à l'UTC et à l'ESCOM, et on a vu qu'il y avait plusieurs stands qui ont été proposés, des stands essentiellement, on va dire, de l'UTC, soit par le biais d'enseignants-chercheurs, soit le biais d'associations étudiantes. Mais comme l'avait dit l'organisateur Karim El-Kirad, je vais y arriver, pardon, en début d'émission, il y a aussi des partenaires extérieurs qui sont présents. C'est le cas de l'Institut Charles Quentin, qui est un vieux fidèle, entre guillemets, de la fête de la science. Et on a donc Noam Auclair avec nous au micro. Bonjour Noam. Bonjour. Et il y a donc deux stands qui sont présentés à la fête de la science, proposés par l'Institut Charles Quentin, sur des sujets qui sont d'actualité également, et pour lesquels on aimerait bien avoir des réponses. Le premier, c'est comment mobiliser du bois en forêt d'une manière durable. Quel est le sujet précisément de votre stand et qu'est-ce que vous souhaitiez présenter ?
On souhaitait présenter comment on peut mobiliser d'une manière durable du bois. Donc comment éviter d'impacter trop l'environnement, comment éviter de dégrader nos forêts et aussi tout en gardant une production assez importante au niveau national du bois. Et donc du coup, c'est votre première fête de la science sur ce sujet-là précisément ? Oui. Et alors comment vous avez construit votre stand ? Comment vous l'avez imaginé et quel élément il propose ? Il y a des posters, il y a des animations, il y a des vidéos. Comment vous l'avez conçu ? Alors on s'est demandé comment est-ce qu'on pouvait attirer du monde, que ce soit des lycéens ou même les plus jeunes. Du coup on a 2 diaporamas qui présentent notre problématique et aussi on a des jeux pour les plus jeunes, par exemple comment reconnaître les essences en forêt et aussi leur expliquer comment on peut estimer l'âge d'un arbre, qu'est-ce qu'on peut faire avec un arbre et qu'est-ce qu'on peut tirer de la forêt en général. Et donc du coup, sur ces différentes activités, vous laissez par exemple les plus petits manipuler, ils sentent les essences, ils manipulent les troncs d'arbres, ils essayent de trouver les réponses eux-mêmes, c'est ça l'idée ? C'est ça. Et c'est les sensibiliser justement au fait que la forêt, il faut la protéger, il faut essayer de trouver des solutions, donc vous le dites d'une manière durable pour pouvoir l'exploiter. C'est une idée de sensibilisation alors ? C'est ça, il faut sensibiliser le public. Et c'est pour aborder ce sujet-là, justement, on va dire ça pose le sujet et après ça vous permet à vous d'amener votre discours, entre guillemets, en tout cas vos propos et votre argumentaire. Ça, c'est pour les petits. Et pour les plus grands, qu'est-ce que vous proposez ? On a un diaporama qui explique tous les différents stades d'une forêt. Donc comment est-ce qu'on peut la traiter, comment produire du bois, quelles sont les règles en forêt, parce qu'on ne peut pas faire ce qu'on veut en forêt. Et on parle de ce sujet-là autour de notre diaporama. Et comment vous sentez la réaction du public ? C'est un sujet qui les concerne. Pardon, il y a sûrement un accident derrière nous, Peggy, mais c'est pas grave. Ils se sentent concernés par ce sujet. On est au cœur aussi, on va dire, d'une grande forêt, la forêt de Compiègne. Donc c'est quelque chose ils sont sensibilisés, ils sont informés. Vous les trouvez comment, justement, ce public ? Ou au contraire, vous leur apportez vraiment des choses, des éléments ? On voit que sur certaines classes, quand même, c'est des personnes qui ont été déjà... ils connaissent déjà le sujet, mais d'autres, ils découvrent un petit peu la forêt, qu'on ne peut pas y faire ce qu'on veut, parce que des fois, on pourrait penser que la forêt, tout le monde peut y accéder, donc on fait ce qu'on veut. Du coup, on leur apporte des réponses à leurs questions qu'ils peuvent nous poser. Le deuxième stand, c'est sur toujours cette idée de la forêt, puits ou source de carbone. Source de carbone, on peut comprendre. Puits de carbone, ce qui est une définition qui, à mon sens, est un peu plus difficile à comprendre. C'est quoi un puits de carbone ? Le puits de carbone, c'est la forêt. Elle va jouer le rôle de stockage dans le monde du carbone. Donc elle va absorber le carbone dans le monde. En grossissant petit à petit, les arbres ils vont commencer à stocker de plus en plus de carbone. Et c'est ça le puits de carbone. Donc la source, on produit du carbone. Le puits, on le capte et on le stocke. C'est ça. Et donc, comment vous abordez ce sujet-là ? Même question que tout à l'heure. C'est votre stand, il se présente combien d'éléments ? Qu'est-ce qu'il y a précisément ? Alors on a, comme le premier stand, pareil, on a un diaporama pour les plus grands, pour leur expliquer vraiment le cycle du carbone en forêt, comment ils rejettent et comment ils captent le carbone. Et pour les plus jeunes, on a aussi des activités pour, par exemple, leur faire peser un morceau de bois et leur expliquer combien de pourcentage est stocké de carbone dans chaque morceau de bois. Et la réponse, c'est quoi ? À votre avis ? Je sais pas. Tiens, dans ces cas-là, il faut toujours se tourner vers Peggy pour lui poser la question. Peggy, quel est le pourcentage de carbone dans un morceau de bois ? C'est une vraie question, j'ai aucune idée. Je sais pas, 50 ? Oh non, moins 10 ? Il y a une réponse qui est bonne en tout cas. Ah, c'est ça se trouve c'est toi. Tiens, toc. C'est 50%. Waouh 50% de carbone dans un morceau de bois, quel que soit c'est ça, quand le bois est sec. Quand le bois est sec. Mais oui, moi je pensais qu'il y avait de l'eau dedans, c'est pour ça. Oui, bien sûr. 50%. C'est un chiffre, du coup, comment vous l'abordez alors ? C'est une question-réponse, c'est un quiz, c'est ça l'idée ? En fait, on leur donne un morceau de bois. C'est à eux d'estimer. Ils le sous-pèsent. Bon, ils essayent de trouver le poids qu'il a réellement. Et puis ensuite, on leur demande, à votre avis, combien est-ce qu'il y a de pourcents de carbone dans ce morceau de bois. Et le stand s'appelle la forêt, puits ou source de carbone. Du coup, la réponse, c'est quoi ? La forêt, c'est les deux.
c'est un puits et aussi une source de carbone. Et en quoi ça peut être une source de carbone? Lorsque le bois, par exemple, il est touché par une maladie, on a eu des grosses maladies au niveau de toute l'Europe qui s'appelle le scolite. Donc c'est un petit insecte qui vient manger surtout les résineux comme l'épicéa. Et du coup qui va venir dégrader le bois, qui ne va plus pouvoir pousser, donc plus pouvoir stocker. Et ensuite le bois va tomber par terre, il va être mort, il va être mangé par des champignons ou des insectes qui vont ensuite rejeter du carbone dans la nature. Vous parliez du cycle du bois, donc vous parlez aussi de toute la partie, on va dire, valorisation du bois de ce qu'on en fait par la suite. Alors, c'est également ça que vous évoquez. Oui. Et toujours dans l'esprit du carbone, je ne trouve pas le mot, mais c'est toujours sous cet angle-là. On est bien toujours sur l'élément carbone et de voir un petit peu comment ce carbone se balade dans l'ensemble de ce cycle du bois. C'est ça. C'est ça l'idée. Quel est le message que vous souhaitez faire passer justement? On veut faire comprendre que la forêt, c'est aussi un puits surtout très important au niveau mondial. C'est elle qui est importante pour stocker un maximum de carbone dans le monde. Donc plus on va couper d'arbres de façon illégale, plus on va plus pouvoir capter de carbone. Donc on va en rejeter de plus en plus sans qu'il soit repris pour éviter trop de pollution. En plus, c'est une menace pour l'homme. Voilà. Tu es sensationnel. Oh, j'ai jamais dit ça. Depuis jeudi, vous n'avez pas arrêté? Non, on n'a pas arrêté. Ça va? Ça se passe bien? Oui, ça va. On tient le coup. Est-ce que vous pouvez nous présenter brièvement votre établissement, l'Institut Charles-Quentin à Pierrefonds? L'Institut Charles-Quentin, on est basé à Pierrefonds. C'est une école qui va de la 4e jusqu'au BTS. On a des classes de générale en 4e, 3e. En seconde, première, terminale aussi. Et il y a aussi un bac GMNF et un bac STAV. Donc c'est des bacs autour principalement de l'agriculture. On a le BTS gestion forestière, de là où on est issu. Et aussi il y a le BTS APV, donc ce qui est production végétale. Donc c'est toute l'agriculture qu'il y a en France. Est-ce que le fait de participer à la fête de la science vous permet aussi un petit peu de présenter les métiers, les filières professionnelles? Oui. Et est-ce qu'il y a des questions justement? Vous avez eu des questions sur ces sujets-là? On nous a demandé après nous, nos études, qu'est-ce qu'on peut faire? On nous a demandé d'expliquer les différents métiers qu'il y a dans la filière bois. Donc c'est une bonne occasion justement de montrer, par le biais de ce sujet, montrer aussi un petit peu tous les métiers qui gravitent autour. C'est ça. Et donc vous avez bien eu des questions aussi là-dessus parce que c'est effectivement des sujets qui peuvent intéresser bien sûr. Pas d'autres? Non, c'est bon? C'est bon, maître. Merci Noam Auclair de nous avoir présenté les deux stands donc, de l'Institut Charles-Quentin. Apparemment, il y a une petite actualité, Brian. Absolument, parce qu'on a bossé avec l'Institut l'année dernière sur un projet d'éducation média de l'information avec une classe de seconde professionnelle. Et donc il y a une interview qui est disponible d'un auteur de BD qui s'appelle Jean-David Morvan, on me souffle, voilà, qui fait une BD qui s'appelle par exemple Sillage, qu'on a eu en interview l'année dernière. Et en tout cas, c'est un très bel établissement, ils sont en pleine forêt, enfin, c'est assez magique. Hein. Quand tu rentres là-bas, on va prendre le petit café au château, tout, non, c'est vraiment très cool. Donc si vous aussi vous êtes prof et que vous avez des projets d'éducation média, eh bien contactez-nous, on se fera un plaisir d'y répondre. Eh bien, merci pour cette information. Merci Noam. On te laisse retourner à ton stand et puis on va continuer on va faire notre petit roulement habituel. Il nous faudrait une petite oreillette maintenant, en fait, Peggy, dans cette émission. Je trouve. Hein. Oui. Il va falloir que Graphite investisse parce que un prompteur, une oreillette et puis alors le café, je l'attends toujours. Oui, moi aussi. Alors là. Oh là là là. Alors, on continue. Toujours en direct de la Fête de la Science. Graphite propose une émission, je vais y arriver. Parce qu'en fait, tu sais, Peggy, je suis un homme, je ne peux pas faire deux choses en même temps. Je ne peux pas parler et essayer comme de c'est dommage. En même temps. Graphite propose tous les ans une manifestation en direct de la Fête de la Science de l'UTC. L'idée, voilà, c'est que nous sommes installés dans le studio mobile et puis ça nous permet d'accueillir au micro les différents stands, représentants de ces stands. Il y a une quarantaine de stands, donc on ne peut pas voir un petit peu tout, mais en tout cas, ça nous permet d'avoir un petit échantillon. Si je ne dis pas de bêtises, c'est Tim Utessia qui est là. Oh, pardon, il y a un petit problème de micro, mais ça va être réparé. Bonjour Armel. Tim Utessia qui est quand même
j'allais dire un vieux fidèle de la fête de la science, bien évidemment, parce que moi, même nous, Peggy, à notre époque, c'était presque au siècle dernier, on va dire, il y avait déjà Tim Utessia qui était présent à la fête de la science. Donc, mais on vous voyait pas souvent. Je vois arriver les cafés. Tim Utessia, c'est du direct. Merci. Je suis désolé, on n'a pas encore les oreillettes, mais bon, le café, on a pu débloquer du budget. Ouais, je me rappelle que l'année dernière, j'avais une droit à une bouteille de champagne à consommer avec modération. Tu sais que j'ai pris l'habitude maintenant. Pardon, Armel. Oh, c'est une grande famille, ça est graphique, donc là, on profite de ces moments également. Je disais, je reviens sérieux, Tim Utessia, grand fidèle de la fête de la science, mais au niveau de cette émission, on vous avait pas nécessairement régulièrement invité et je me suis dit mais quand même c'est des vieux fidèles, on va quand même un petit peu discuter avec eux. Tim Utessia, c'est une association. C'est ça. Une association étudiante. Une association étudiante. Et c'est quoi le but? Alors le but c'est de participer à une compétition, ça s'appelle le Shell Eco Marathon et le but c'est de parcourir le plus de kilomètres avec le moins d'essence possible. Oui, c'est vraiment dans l'air du temps, on va dire. C'est ça. Et puis c'est. Vous avez marqué carburant, Shell, c'est très bien. C'est ça. Ça rentre exactement dans le thème, puis aussi de la fête de la science, très du thème de l'écologie. Donc. L'idée de l'association, c'est de construire un bolide qui va le plus loin en consommant le moins. C'est ça. Consommer moins de carburant. On est encore dans une idée de carburant. Il n'y a pas pour l'instant une idée de. Enfin, de quel type de carburant déjà? Ça existe. Alors nous on est sur un carburant classique, du SP95, on peut trouver un peu partout. Enfin pas en ce moment, évidemment. Faites attention. Oui. En ce moment, mais nous en fait on fait partie de la catégorie des moteurs thermiques. Donc, mais il existe d'autres catégories, hydrogène, électrique. Voilà, mais nous, au niveau du Shell Eco Marathon, on est dans la catégorie thermique. La catégorie thermique. Et donc, du coup, pour votre véhicule, vous allez jouer sur quoi? Sur le moteur, sur les matériaux, sur tout ça. Sur l'aérodynamisme, tous ces éléments-là? Tous ces éléments-là, normalement, ont été déjà travaillés depuis un bon moment, parce que, comme vous l'avez dit, l'ASSO est là depuis quelques temps. Et puis, en fait, au fil des années, on essaie de s'améliorer au fil des compétitions. Et puis, oui, on vient travailler l'aérodynamisme, comme vous l'avez dit, avec la forme un peu spéciale de notre prototype, un peu en forme de goutte. Et puis on vient aussi travailler sur le matériau. Notre prototype est quasiment tout en carbone, donc un matériau très léger, puis très résistant aussi. Et puis ensuite au niveau du moteur, puis au niveau de toutes les résistances qu'on peut avoir sur les frottements, par exemple au niveau des roues, au niveau des freins, au niveau... Voilà, donc il y a énormément de paramètres qui rentrent en jeu. Et puis chaque membre de l'ASSO a aussi son rôle à jouer, a aussi sa spécialité en fait. Et donc du coup, vous travaillez avec les enseignants de l'UTC, vous avez accès à des machines, vous avez accès à de la formation, à de l'expertise, comment ça fonctionne? Alors oui, c'est nous qui faisons la démarche au niveau des professeurs, en fait on vient leur demander de l'aide sur des projets. Après on a aussi un local qui est aménagé voilà, pour faire les projets nous-mêmes. Et si on a besoin d'aide, on peut demander à des professeurs de l'UTC qui sont toujours... très gentils avec nous et qui nous aident énormément sur nos projets. Concrètement, qu'est-ce qu'on voit sur le stand? Concrètement, sur le stand, on voit la pièce principale, le prototype, voilà, avec la coque supérieure qui est enlevée pour montrer un peu mieux l'intérieur. Et puis aussi quelques photos et quelques images de notre prototype en compétition pour mieux se rendre compte de ce que ça donne sur piste. Et justement, vous n'avez pas la possibilité ici de le faire rouler, en clair. C'est pas fait pour, on va dire. C'est pas vraiment la configuration fait s'y pour. prête pas. Non, pas vraiment. Il faut vraiment une piste assez adaptée. On roule sur des pistes de circuits automobiles classiques qu'on peut voir un peu partout. L'année dernière, on était sur le circuit Paul Armagnac, en dessous de Toulouse, un circuit automobile assez connu. Donc, voilà. Et c'est une course par an? La planète. Voilà, c'est une course par an. C'est des associations d'étudiants. Le changement climatique fait déjà partie de école d'ingénieurs. Alors c'est université, il y a des IUT aussi, je crois. Je ne sais pas s'il y a des lycées, je crois qu'il y a quelques lycées aussi. Et en fait, c'est ouvert à tout le monde tant qu'on est dans la réglementation, tant que le prototype respecte les règles. Et c'est français? C'est une course française ou internationale? Non, ça c'est international. Après, il y a différents. En fait, ils le séparent en continents, on va dire. Donc, il y a Europe, Amérique, etc. Et nous, donc, on participe au Shell Eco Marathon Europe.
C'est quand la course ? Alors cette année, c'est en fin mai, du 20 au 25 mai. D'accord, donc ça vous laisse une année entière quand même pour pouvoir... parce que votre association, elle est sur une année, on va dire septembre à juin à peu près, donc C'est ça. votre équipe d'association peut travailler avec l'aboutissement de la course en mai. C'est ça. Après, oui. Ouais, globalement, c'est mai ou juin. Et vous êtes combien dans l'association ? Cette année, on est 17. Ah oui, quand même. C'est pas mal, mais en même temps, c'est suffisant, on va dire, pour mener à bien le projet quand même. Parce que du coup, chacun sa spécificité. Enfin, vous avez plusieurs équipes, comme vous l'aviez dit alors. Voilà, c'est ça. Enfin, chacun choisit un peu au début de l'année ce qu'il préfère faire et ce qu'il est capable de faire. Et je laisse Brian qui veut poser une question depuis tout à l'heure. Non, je pose pas une question, j'ai une petite anecdote en fait, c'est que ce qui est assez drôle, c'est également ils choisissent le pilote ou la pilote en fonction d'une caractéristique où nous on pourrait pas participer, c'est notamment le poids et la taille. Parce qu'il faut être le plus léger possible et pouvoir également rentrer dans le véhicule qui est assez particulier. On a mis des photos là sur la vidéo qui est disponible sur Facebook. Mais voilà, c'est vraiment un choix. Donc c'est qui la pilote cette année ? C'est qui le pilote ? Alors cette année, c'est notre présidente, ça s'appelle Marina et oui, en fait. Bon, contrainte de poids, on évite parce que quand même il faut faire un peu plus de 50 kilos, voilà, pour rentrer dans la réglementation. Mais par contre au niveau de la taille, c'est sûr que si on fait plus d'1m64, on ne rentre pas dans le prototype. Donc voilà. Quelle discrimination, c'est inadmissible. Jamais je n'aurais pu rentrer dans le bolide du Tessia. Oui. C'est dommage. C'est un peu dommage, une frustration personnelle. Est-ce que, donc vous êtes là depuis jeudi, évidemment vous présentez votre association, toute la thématique autour du carburant, enfin tous ces sujets-là. Est-ce que le public, et donc en clair les collégiens et les lycéens peut-être préférentiellement, discutent avec vous en disant tiens, tu es étudiante, tu as fait quoi comme études, tu veux faire quoi plus tard ? Est-ce qu'ils s'informent aussi sur ces sujets-là ? Beaucoup plus simple d'en parler avec une jeune étudiante qu'avec un enseignant-chercheur un peu plus ancien. J'ai eu une question comme ça, mais c'est vrai que en fait, on n'axe pas notre présentation sur nous et sur nos études, et voilà, on axe plutôt sur le prototype en lui-même. Donc il y a plus de questions qui portent sur le fonctionnement plutôt que sur nous, nos études, l'association. Mais voilà. Alors, effectivement, le jeudi et le vendredi, c'est essentiellement un public scolaire qui vient. C'est ça. Là, c'est un public familial. Faut pas non plus négliger le fait que ce public vient à la fête de la science, mais vient aussi découvrir l'UTC. Oui. Donc voilà, je te prépare à des questions qui peuvent avoir. Je dis ça par en fait vieille habitude. Le samedi et le dimanche, c'est possible. Merci Armelle pour la présentation de Team UTCA, mais c'était voilà, quand j'ai vu que Team UTCA était là, je me suis dit faut quand même qu'on les invite au micro. Vous étiez venu au micro il y a quelques années il me semble, oui, mais bon, en tout cas là, c'était intéressant, important de montrer aussi que les associations étudiantes s'investissent toute l'année et aussi à la fête de la science. Merci et puis bonne journée. Bonne journée à toi. Et je suis vraiment très fier Peggy, tu sais pourquoi ? Parce qu'il est 15h58 et donc nous allons terminer cette émission dans les délais. Alors, en vous disant plusieurs choses. Première chose, la fête de la science se poursuit bien évidemment jusqu'à demain, Peggy. Jusqu'à demain, de 13h30 à 18h. Aujourd'hui jusqu'à 18h et demain c'est de 13h30 à 18h. Et c'est libre et gratuit. C'est gratuit, effectivement. Il ne faut jamais oublier que la fête de la science, c'est aussi une manifestation gratuite, bien évidemment, où que vous soyez partout en France, bien sûr, ça sera possible. Deuxième information, on suivra l'actualité, bien sûr, de l'UTC en termes de communication scientifique et on suivra, bien sûr, l'actualité avec le prix Roberval. Attends, j'ai une petite question. On est en plein direct. Attends, ça se trouve, Léo, il se peut que l'on dépasse. Non, c'est bon ? C'est terminé. Ok. Eh ben c'est parfait. Merci. Merci Maxence. Toi Maxence, alors pour expliquer à ceux qui nous écoutent, Maxence c'est le coordinateur qui est dans l'espace où nous sommes et c'est lui qui nous emmène les différents intervenants dans un ordre qui a été totalement bouleversé pendant toute l'émission, mais c'est ça, c'est les joies du direct. Donc je disais, deuxième information, on suivra l'actualité de la culture scientifique de l'UTC avec le prix Roberval, bien évidemment. Troisième information, eh bien, c'est la prochaine émission de Biotine samedi prochain avec des horaires un peu plus habituels, 12h-13h. On retrouvera Carole la semaine prochaine et on parlera de pas mal de choses et notamment en Allemagne. Il y a une municipalité d'une commune qui s'appelle Bad Hersfeld et elle va tester le recours à l'intelligence artificielle pour piloter les feux de circulation afin de permettre aux premiers secours d'arriver le plus vite sur les lieux d'un accident. On parlera de ça la semaine prochaine. Je trouve ça assez intéressant en fait. Oui, comme tout.
Non mais franchement, non. De toute façon, on peut plus te surprendre, Peggy. T'es blasé de la vie. J'ai jamais vu ça. Moi, je trouve ça fascinant, quoi. Parce oui, ça l'est. Je suis d'accord. Ah oui, bah non, bon, tant pis. Merci à Brian, merci à Léo pour l'organisation et la technique de cette émission. C'est tellement agréable de ne rien faire, d'être posé et d'avoir un café qui nous arrive quand on le demande, bien évidemment. Merci à SSP Production avec Mathéo, et ça nous rappelle cette grande époque de l'équipe du samedi matin avec Enrique, où on a eu droit à la diffusion également sur Facebook de cette émission. Émission qui va être retransmise par la suite sur la chaîne YouTube, c'est ça ? Ouais, alors du coup Mathéo en fait il est pas d'SSP, il est de graphite, mais c'est pas grave. J'ai gaffé. Merci à SSP qui nous ont prêté le matériel pour cette diffusion. En fait je voyais sur les autocollants, c'est pour ça. Et donc en fait l'émission sera revisionnable sur la page Facebook de la radio, et également elle sera découpée pour être mise sur le site YouTube, enfin sur la page YouTube de Graphite, avec chaque interview indépendante que vous pourrez partager pour les anciens chercheurs, pour les étudiants, etc. Voilà, on s'améliore d'année en année, donc j'espère que dans 10 ans on aura le prompteur, le café, tout ce que tu avais demandé, il n'y a pas de problème. Oui, et puis un déambulateur dans 10 ans, parce que je pense que ça va être compliqué. Mais non, avec la technologie, on aura un exosquelette qui sera, voilà. Et ça sera l'intelligence artificielle qui nous remplacera, et on sera bien tranquille le samedi. Merci à vous tous. Dans un instant, la suite de vos programmes sur Graphite. On se retrouve samedi prochain. Il est 16h. Bonne journée.